Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti, bien heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition. C'est mon carnet du vendredi 29 mars 2024. Au sommaire cette semaine, on va parler avec un chercheur dans le domaine de l'interface cerveau-ordinateur. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent en France pendant qu'on parle beaucoup de Neuralink aux États-Unis. Il y a des gens là-bas en France qui sont rendus vraiment plus loin que les gens Neuralink. On va parler de robotique également avec un chercheur cette fois à l'Université Laval à Québec qui vient de remporter le prix le plus prestigieux dans le domaine de la science au Canada. On va parler de son travail. Vous allez voir, là aussi, il y a des choses qui bougent. On va parler avec quelqu'un qui s'intéresse au monde numérique, mais du point de vue des aînés. On va dire que ça commence autour de 65 ans et plus là, pour le bien de la discussion. Et il y a pas mal de choses qui sont à surveiller dans ce domaine-là. Des défis, des pratiques, mais aussi des problèmes. Enfin, des choses plus compliquées à faire. Alors, on va en parler avec cette spécialiste qui regarde le monde numérique du côté de la lorgnette des aînés. Et puis, cette semaine, il y avait une discussion à Montréal au sujet de la découvrabilité des contenus francophones à l'ère de l'intelligence artificielle. On va aller explorer le sujet avec mon invité. Mes collègues sont là. Il y a Jérôme Colombin qu'on va aller rejoindre dans un instant à Paris. Avec lui, on va parler du retour de la question de l'anonymat qui revient à l'avant-scène sur l'actualité en France. Thierry Weber s'intéresse à l'histoire de la post-vérité et des fausses nouvelles. Vous allez voir que c'est pas si récent que ça. Et puis, pour ce qui est du billet de Stéphane Ricoul cette semaine, je vous donne le titre. Vous comprendrez de quoi il parlera. Son titre, c'est « Plus de Netflix, moins de sexe ». Voilà, c'est le titre du billet de Stéphane Ricoul. Et puis, finalement, il y a aussi Jean-François Poulain qui est là cette semaine avec nous. Et lui, va accueillir son invité qui vient de chez Figma. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Francine Mercier, Mylène Bourgigon, Martin Houd, Jeff Maheu et Laurent Aymar. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Et puis, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez hop, on commence en allant faire un tour du côté de Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti, bienvenue dans Monde Numérique. Bienvenue dans mon carnet. Hey, dis donc, cette semaine, je voulais revenir sur un truc qui a fait pas mal jaser de mon côté sur mes plateformes numériques. Et puis, tu as vu ça et puis tu voulais qu'on en parle. Ouais, tout à fait. Écoute, c'est une petite vidéo qui est sortie sur X, qui était assez étonnante. On voyait une jeune femme dans une voiture en train de raconter une histoire de lavette nettoyante, je sais pas quoi, et tout. C'était une publicité en fait, c'est ça. Et vraiment, ça ressemblait aux centaines de vidéos tournées à l'arrache par des gens qui ont des choses à dire. On pensait vraiment que c'était quelqu'un qui témoignait. Alors c'était une pub, mais c'était fait pour ne pas ressembler à une publicité, c'était fait pour ressembler à une vraie un témoignage d'influenceur, par exemple. Un témoignage d'influenceur, voilà, exactement. Et en fait, ce truc-là est parti vraiment très loin parce que on s'est dit, regardez, en fait, ce truc-là, c'est du deepfake. Tout est faux. Le texte est faux, la voix est fausse, l'image est fausse, etc., etc. Et on était tous sous le choc parce que c'était d'un réalisme qu'on n'a encore jamais vu jusqu'à présent. Et là, moi, je me souviens, je sais que moi, je l'ai montré à ma femme, cette vidéo, et on a eu un choc. On s'est dit, mais alors, ok, si demain les réseaux sociaux, c'est que des trucs comme ça, mais c'est fini. Et en fait, en même temps, c'est idiot parce qu'on sait que ça va arriver, mais on va plus pouvoir rien croire. La moindre vidéo de n'importe qui, tu diras, ok, ça va, c'est un deepfake. Ou alors, à l'inverse, on prendra tout pour des deepfakes. Et en fait, Bruno, l'histoire n'est pas aussi simple, n'est-ce pas? Non, effectivement, parce que, une fois, moi, j'ai vu cette vidéo-là, je l'ai trouvée intéressante, alors je l'ai republiée avec la source du compte qui avait embauché ou utilisé cet outil-là pour faire la publicité. Et sur ce compte-là, ça disait que c'était, en tout cas, que le message, évidemment, c'était pas la personne qui disait
utilisait ça, mais qu'on avait utilisé un outil d'intelligence artificielle là, pour créer cette scène-là. Puis finalement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle avait été utilisée pour produire ce document-là, mais puis j'aime bien ton appellation du départ. On a devant nous un deepfake, un hyper-trucage, alors que il y a une entreprise française qui est située à Rouen, a décidé de lancer un service. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont contacté des modèles qui offrent leurs services sur Fiverr, qui est un service, une plateforme de travail là, sur commande. Des modèles, donc des personnes, hein, ce qu'on appelle des modèles en anglais, des mannequins. Oui, enfin, tout à fait, des vraies personnes. Et qui, eux, leur boulot, là, on appelle des UGC. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos témoignages. Voyez ça comme des comédiens qui vendent leurs services et qui vous font des petits bouts de 15 secondes ou 30 secondes. Ça peut coûter entre 50 et 300 $ et vous les payez et puis ils disent ce que vous voulez. Alors ça, c'est le service. Alors la compagnie française a été Fresh, c'est le nom de la compagnie française, les a contactés et en leur demandant s'ils étaient prêts et intéressés pour l'équivalent de 400 $ à leur enregistrer 3 vidéos et dans différents environnements avec différents vêtements et leur envoyer ça. Puis en échange de ça, la compagnie, elle, se prenait les droits d'utiliser ces vidéos-là pour revendre ces vidéos-là à des clients qui allaient changer le message qui était enregistré. Et puis, il faut croire qu'il y a un bon nombre de gens qui ont signé parce que quand on regarde le catalogue, là, c'est pas une centaine, mais c'est pas loin de gens qui ont embarqué dans toutes les langues qui sont présentes. Et donc, cette entreprise-là, maintenant, propose ce service-là. Alors, la compagnie qui a publié cette vidéo-là, a fait appel à ce service-là. Et donc, c'est une comédienne, une vraie personne, mais à qui on fait dire quelque chose qu'elle n'a jamais dit, avec sa voix, mais on aurait pu mettre la pub en français et ça aurait été sa voix adaptée en scène. Qu'est-ce qui était faux dans l'histoire? Donc, c'est que la voix. On est d'accord. Uniquement la voix et puis les mimiques et les gestes, on s'entend, parce que ça, c'est refait. La personne... la gestuelle est refaite. La refaite est refaite exactement, oui. Donc, dans le fond, c'est vraiment l'appellation, c'est le modèle. Le canevas de base, c'est l'environnement et le visage et le corps du mannequin. Mais dans une vidéo de 30 secondes, normalement, les gens se mettent à cligner, mais là, tu vois qu'il y a la personne qui cligne. Alors, ils utilisent aussi pour améliorer l'expérience. Alors, tout ça fait que, en bout de ligne, et je reviens encore sur l'appellation parce que c'est exactement ça, on a affaire à un deepfake. Et un semi-deepfake. Un deepfake, du moment que tu prends l'image de quelqu'un et que tu lui fais dire... Personne. Oui, mais prends l'exemple du premier deepfake qu'on avait fait de Barack Obama. Puis récemment, on en a, je pense, hier ou avant-hier, j'en ai revu un nouveau avec Obama la tête grise et qui dit essentiellement, vous savez, moi, je suis pas vrai, je suis un deepfake. Et c'est pas un truc de conspirationniste, là, c'est pour justement mettre les gens en garde par rapport à l'intelligence artificielle. Mais donc, on est devant un code d'hypertrucage publicitaire. Et ça, ça est un peu comme tu le disais. Nouveau. Oui, c'est nouveau. Ça fait partie des outils. C'est une boîte française qui offre le service. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire comme boule de neige. Mais chose certaine, écoute, les publications que j'ai fait là-dessus, là, ça a monté jusqu'à 200 000 impressions. Ça a vraiment été chercher l'intérêt de bien des gens sur toutes les plateformes confondues. Là, c'était quelque chose. Oui, parce que c'était très, très troublant. Puis encore une fois, on est entre deux eaux. C'est pas du 100% généré par intelligence artificielle, mais c'est de la vraie vidéo d'être humain sacrément remoulinée à l'intelligence artificielle. Mais cette personne-là n'a jamais dit ce qu'on entend. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Et puis après, c'est du lip sync, de la synchronisation labiale. Et puis c'est drôle parce que je me faisais la réflexion. J'ai dit, ces gens-là qui vendent leurs commentaires, s'ils le font sur Fiverr, par exemple, ils sont en lien avec le commanditaire. Donc, ils peuvent choisir si oui ou non ils veulent faire affaire avec une entreprise. Mais imagine-toi le type d'utilisation. On leur fait dire n'importe quoi. Et oui, puis pour la réputation de cette personne-là, parce que c'est son image qui se promène, là. Ouais. C'est quelque chose. Oui, mais c'est-à-dire dans son esprit, c'est un peu comme poser pour un photographe et que les images ensuite soient mises à disposition sur Pixabay ou autre. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais bon, ça meublé la chose. Mais ça, c'est une histoire, c'est passé. Faut juste se préparer pour la suite. Mais de votre côté, disons que l'anonymat, Jérôme Colombin, on va te nommer, là. Mais l'anonymat chez vous, ça fait jaser. L'anonymat sur les réseaux sociaux, qui est remis en question. Ouais, cette semaine, c'est un député français, Paul Midi, qui a remis sur le tapis en fait une vieille idée qui revient régulièrement. C'est un serpent de mer. Il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait beaucoup de bruit parce que
c'est hyper clivant comme sujet. Tout de suite, tu as deux camps, ceux qui vont être farouchement pour, ceux qui vont être farouchement contre. Le député en question a brandi un sondage qu'il avait fait faire, qui montre que 87% des Français sont d'accord. Alors moi, déjà le sondage, ça m'a un peu interrogé. Je veux dire, c'est une situation qui est tellement complexe. Alors non, après c'est normal. Je veux dire, tu demandes aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez ? À la limite, c'est presque. Est-ce que vous préférez le soleil ou la pluie dans le ciel ? Je pense qu'on va avoir un bon chiffre en faveur du soleil, tu vois, parce que la question elle est vachement plus complexe que oui ou non. Il y a plein de choses derrière. Déjà, l'anonymat n'existe pas sur les réseaux. On est dans du pseudonymat, c'est-à-dire que quand on est sur X, alors pas toi ni moi, parce que nous sommes là en toute transparence, c'est vraiment nous, mais il y a effectivement beaucoup de pseudonymes. Et ces pseudonymes, c'est vrai, n'empêchent pas complètement qu'on retrouve les personnes quand il y a des problèmes. C'est-à-dire que nous, il y a eu des procès en France pour des histoires de cyberharcèlement, et on a réussi à retrouver les cyberharceleurs parce qu'il y a, avec l'adresse IP, avec le fournisseur d'accès, quand c'est commandité par les forces de police ou de justice, on peut remonter jusqu'aux auteurs des faits. Donc, il y a beaucoup de gens chez nous qui disent, écoutez, ça sert à rien votre histoire d'anonymat, là, de lever l'anonymat. Puisqu'il est déjà inexistant en fait. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Paul Midi, je trouve, a des arguments qui sont pas inintéressants. D'abord, il rappelle l'espèce d'ambiance de plus en plus délétère, notamment sur X, où c'est que de la haine, c'est que des insultes, c'est que voilà. Et puis surtout les affaires de cyberharcèlement, parce qu'à la limite, les insultes, c'est pas agréable, mais elles ne tombent pas toutes sous le coup de la loi. Tu vois, si je te traite d'imbécile, tu vas pas me faire un procès pour ça. En revanche, si j'ai 500 personnes, comme ça, oui. Voilà. Oui, il faut pas que j'abuse. Mais si j'ai 500 gus qui viennent pendant une semaine te balancer des messages qui vont au bout d'un moment t'atteindre, là il y a un vrai problème. Donc ça c'est le premier constat. Deuxièmement, dans sa proposition, il n'est pas question d'obliger les gens à tous tweeter sous leur vrai nom, c'est pas ça. Il dit non, on peut maintenir le pseudonymat sur les réseaux, mais simplement, il voudrait qu'il y ait un système d'authentification un peu plus sûr qui permette de retrouver plus facilement les personnes qui se livrent à des agissements. C'est pour ça qu'Elon Musk, lui, voulait avoir le système de paiement par carte de crédit à genre 1 centime, mais juste pour laisser une trace. Voilà, pour laisser une trace, pour permettre au réseau. Mais alors là, l'idée, c'est de confier ça au pouvoir public chez nous et pas du tout aux plateformes. Les plateformes ne sauraient pas qui sont les gens. Donc, c'est pas totalement déconnant sa proposition, je trouve, malgré tout. Et en plus, il dit il y a un sentiment d'anonymat. Alors, ça a aussi un peu fait rigoler sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, sentiment d'anonymat, comme on parle de sentiment d'insécurité, etc. Mais c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, notamment des jeunes, des enfants, des gens un peu irresponsables, etc., ils ont le sentiment d'être anonymes. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes, parce qu'après quand on les arrête, ils disent mais je suis vraiment désolé, je me rendais pas compte, etc., etc. Donc il est réel ce sentiment d'anonymat. Donc je pense que c'est une situation vraiment complexe. Moi je défends pas du tout sa proposition à ce député. Elle avait d'ailleurs déjà été débattue un peu à l'Assemblée nationale et ils avaient évacué la question parce que l'anonymat ça sert aussi aux lanceurs d'alerte, etc. Mais ça revient régulièrement sur le tapis et ça déchire. Ça fait à chaque fois une grosse polémique chez nous. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci d'en avoir parlé. Hey, Jérôme, je voulais savoir, cette semaine, tu nous parles de quoi dans Mon Numérique? Eh bien, cette semaine, dans Mon Numérique, je fais le point sur les IA, parce qu'on n'y comprend plus rien. Entre si je te dis LLM, Mistral, ChatGPT, Gemini, machin, mais c'est quoi, qui fait quoi, etc. Donc on essaye de démêler tout ça avec Benoît Raphaël que tu connais, un des meilleurs dans le domaine. Ouais. Voilà, il a la newsletter Génération IA. Donc et puis sinon, je suis allé voir des spécialistes de l'armement. Je suis allé rencontrer des gens du groupe Thales. Thales, c'est une grosse entreprise française qui fabrique des équipements notamment pour l'armée, mais pas seulement, aussi pour l'aviation civile et autres. Et ils mettent de l'intelligence artificielle partout maintenant. Donc, ils m'expliquent en quoi l'IA peut aider à améliorer tous leurs équipements électroniques.
Et pendant le CES, toi, tu avais été faire un tour du côté de chez Dassault, si je ne me trompe pas. Donc, tu es en bonne compagnie. Dassault Systèmes, qui est une autre entreprise, qui est une émanation du groupe Dassault. Dassault Systèmes, qui est spécialisé dans, effectivement, le jumeau numérique. Et ils font des trucs géniaux. Ils sont en train de dupliquer le corps humain pour pouvoir ensuite faire des tas de simulations, de médicaments, de traitements. Et ça se trouve dans tes archives, si je ne me trompe pas. Oui, on trouve sur les archives. Merci beaucoup, mon cher Bruno. Tout à fait. Non, moi, je suis un fan de mon numérique. Donc, mais moi, je suis fan de mon carnet. Donc, évidemment, comme d'habitude, tous les auditeurs de Monde Numérique iront écouter mon carnet juste après, bien sûr. Et pareillement pour les auditeurs de mon carnet, je les invite à aller écouter Mon Numérique. Jérôme, je te dis bonne fin de podcast et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et petite parenthèse, je rappelle que nous sommes ensemble avec notre camarade François Sorel également dans le grand débrief du mois de mars à retrouver sur le fil du podcast Monde Numérique. Ce sera le podcast grand débrief en date du 31 mars parce que ça tombera toujours le dernier jour du mois. Quand même formidable. Et tu as même concocté une surprise, mais ça, tu me dis de ne pas en parler, hein? Oui, il y a une surprise dans le grand débrief. Ouais, absolument. OK, d'accord. Ah, je vais être patient. Ouais. Voilà. OK, j'en parle pas, c'est bon. Salut, bonne fin de podcast. Ciao, ciao. Bye. Cette semaine, on apprenait que l'entreprise de recherche en interface cerveau-ordinateur d'Elon Musk, Neuralink, ouvrait ses portes aux Canadiens et acceptait désormais les candidatures de patients canadiens intéressés à recevoir la technologie d'assistance expérimentale qu'ils sont en train de développer. Je vous rappelle que déjà un Américain s'est fait insérer une puce informatique cosmétiquement invisible dans son cerveau et la semaine dernière, on a vu que le patient utilisait la puce cérébrale pour jouer aux échecs en ligne avec uniquement son esprit. Eh bien, pendant ce temps, en Europe, plus précisément à Grenoble, en France, il y a toute une équipe de recherche du CEA et qui, elle, a déjà permis à un patient paraplégique de remarcher. Imaginez. Pour parler de cet exploit, de ces recherches dans le monde de l'homme assisté par la machine, on va aller rejoindre justement à Grenoble le responsable du service de recherche biomédicale en neurotechnologie du CEA Clinatech. Bonjour Guillaume Charvet. Bonjour. Cette semaine, quand j'ai su qu'on pouvait se parler, je me suis dit, enfin, je vais parler à quelqu'un qui est en train de créer des miracles à sa façon. Comment c'est votre travail? Comment vous percevez ce que vous faites avec votre équipe? Alors, déjà, on va pas forcément créer des miracles, mais par contre, on fait de la science. Et la science, on en fait depuis une quinzaine d'années, en particulier dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Et donc, en fait, on travaille au sein du CEA Clinatech pour le développement d'une technologie d'interface cerveau-machine basée en particulier sur un implant cérébral qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale et permet, par exemple, à des patients en situation de handicap, des patients tétraplégiques, des patients paraplégiques, par exemple, de retrouver une certaine mobilité. Et donc, si on parle de l'actualité, et en particulier de ce qu'on peut faire dans le domaine des interfaces cerveau-machine, on a démarré en particulier les essais cliniques au sein du CEA Clinatech il y a maintenant plus de 6 ans avec un patient tétraplégique qu'on avait pu faire remarcher à l'époque grâce à un exosquelette. Et plus récemment, nous avions pu montrer et faire la démonstration qu'un patient paraplégique pouvait remarcher grâce cette fois-ci à la combinaison de deux technologies, une technologie d'interface cerveau-machine et une technologie de stimulation de la moelle épinière, lui permettant ainsi de remarcher de manière naturelle, simplement en commandant le mouvement de ses jambes grâce à son activité cérébrale. Voilà, c'est en quelques mots ce que nous faisons au sein du CEA Clinatech. Mais vous le dites, ça fait 6 ans que vous travaillez là-dessus. Alors, ça fait 6 ans plutôt qu'on est en essai clinique, c'est-à-dire qu'on a déjà, notre technologie était mature, est suffisamment mature et validée d'un point de vue des autorités réglementaires pour pouvoir réaliser des essais cliniques. Et on a démarré un premier essai clinique, c'était en 2017, et les premiers résultats que nous avons pu montrer, nous avons pu les publier dans la revue The Lancet Neurology, et ça c'était en 2019. Et quand on regarde aujourd'hui où on est rendu vos travaux de recherche, vers où vous allez? Alors, où est-ce qu'on en va? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille effectivement toujours sur l'optimisation de notre technologie d'interface cerveau-machine, puisque notre objectif aujourd'hui était de démontrer la faisabilité, faire des preuves de concept clinique. Nous en avons déjà fait 2, le contrôle d'un exosquelette 4 membres par un patient tétraplégique ou faire remarcher un patient paraplégique.
Mais aujourd'hui, on n'en est qu'aux essais cliniques de preuve de concept. Notre objectif, c'est qu'à un moment donné, cette technologie soit utilisable par un plus grand nombre de patients en ayant besoin. Alors pour ça, il reste encore beaucoup de travail. Déjà, un travail de recherche, c'est-à-dire poursuivre ces essais cliniques de preuve de concept pour permettre en particulier de réaliser ces preuves de concept sur d'autres patients, puis après réaliser des essais cliniques de plus large échelle. Et ça, on doit le faire en particulier en partenariat avec un industriel qui, lui, va pouvoir déployer ces technologies à un plus grand nombre de patients. Donc, en fait, la route est encore longue pour arriver à proposer cette technologie aux patients. Mais la pression doit être énorme sur vous pour arriver à développer quelque chose qui, par la suite, pourra être commercialisé parce que vous donnez de l'espoir à énormément de gens. Quand on regarde vos publications, quand on regarde même les vidéos que vous avez publiées sur le compte du CEA, c'est impressionnant. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, qui n'avaient pas d'espoir et qui revoient une possibilité. Donc, je reviens à ma question. La pression, elle doit être énorme. Alors effectivement, on pourrait donner de l'espoir, mais c'est l'objectif de la recherche de manière globale, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher des solutions à des problèmes existants et réels, et donc effectivement, donner un espoir donne une certaine responsabilité. On se doit de continuer et poursuivre, bien entendu, nos travaux, ça c'est un point essentiel. Avec par contre une certaine temporalité, la temporalité de la recherche, cela prend du temps. Il reste encore beaucoup de questions, questions scientifiques, questions techniques à adresser pour que ces technologies soient les plus efficaces possibles, efficientes possibles. Et donc là, en fait, on a besoin d'équipes de recherche qui travaillent sur le sujet, mais également de financement pour pouvoir continuer à avancer sur ces recherches-là. Et bien entendu, plus il y a de financement, plus on pourra accélérer, bien entendu, les travaux qui sont menés. Est-ce que le financement, aujourd'hui, c'est un des problèmes importants? C'est un des problèmes, bien entendu. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine dans la recherche, nous avons besoin de financement pour pouvoir avancer. Et bien entendu, c'est un des problèmes, mais pas que, puisque il y a dans des domaines multidisciplinaires comme celui des interfaces sœurs-machines, parce que par exemple dans le cadre de ce programme-là, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, de biologistes, de cliniciens. Ces gens-là travaillent ensemble et donc ils doivent adresser chacun des questions, des problématiques liées à leurs compétences et leur savoir-faire. Et on doit résoudre ensemble ces problèmes-là. Et l'idée, c'est que on arrive à faire converger la résolution de ces problèmes-là à même moment pour arriver à réaliser des preuves de concept, comme vous avez pu voir. Des éthiciens, est-ce que ça existe dans votre groupe de travail? Comment vous adressez tout le volet de l'éthique? Parce que vous jouez, vous êtes des scientifiques, vous faites de la recherche, mais à quelque part aussi, on est dans l'ordre du presque du semi-dieu aussi. Alors, comme vous l'avez dit, l'éthique est omniprésente de toute façon, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, pour arriver à de tels résultats, comme des preuves de concept que nous avons fait, nous avons dû réaliser des essais cliniques. Pour pouvoir démarrer et avoir les autorisations de démarrer un essai clinique, il y a des dossiers qui sont à fournir, des dossiers auprès des autorités réglementaires pour valider déjà la sécurité du dispositif, mais également les aspects éthiques, et en particulier, on regarde la balance bénéfice-risque. Quel bénéfice on apporte aux patients et quel risque il peut encourir à, par exemple, subir une opération, parce qu'en particulier, dans le cas de la technologie que nous proposons, nous avons un dispositif qui est implanté, donc notre objectif est de réduire au maximum les potentiels risques liés à l'utilisation de cette technologie. Mais pour n'importe quelle chirurgie, il peut y avoir toujours un risque, même minimal qui est toujours là. Et donc, il y a des comités d'éthique indépendants qui valident les dossiers que nous déposons et donc qui valident le protocole d'essai clinique que nous allons mener. Donc, c'est pour ça que je disais c'est omniprésent parce qu'en fait, on travaille en permanence à réduire au maximum avoir le rapport bénéfice-risque le plus optimal possible pour justement être dans les meilleures conditions pour réaliser les essais cliniques. Et donc oui, l'éthique est un point essentiel dans le cadre de la réalisation de ces essais. Je présume que dans vos travaux, vous avez pensé à le jour où on devrait, pour une raison ou pour une autre, retirer ce système-là. Qu'est-ce qu'il y aurait comme impact sur ces individus-là?
Alors, c'est une excellente question et bien entendu, comme je vous ai dit, quand on va déposer les dossiers de demande d'essai clinique, c'est bien entendu, on se pose ces questions-là. Puisque, là, en l'occurrence, si je résume un petit peu ce que nous avons fait, hein. Nous avons donc développé un dispositif implantable, hein, donc qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale à la surface du cortex. Donc, c'est un implant qui est de la taille à peu près qui a 5 cm de diamètre, à peu près 7 mm d'épaisseur. Et l'objectif de cet implant, c'est qu'il remplace un morceau d'os qui est enlevé au niveau du crâne, bien entendu, pour placer une matrice électrode en regard du cortex moteur. Donc en fait, il y a une craniotomie qui est réalisée, donc c'est cette chirurgie dont on parlait, qui permet de placer les implants. Donc l'une des questions et que vous venez de poser aussi, c'était à un moment donné, donc la première question c'est est-ce que on va être capable d'enregistrer l'activité cérébrale d'une manière la plus précise possible? Et ensuite, est-ce que cette activité cérébrale, on peut l'enregistrer durant plusieurs années? Donc ça, c'est des questions auxquelles on a répondu, c'est-à-dire la stabilité et la durabilité du dispositif dans le temps, puisque si on veut proposer cette technologie, c'est qu'elle soit utilisée pendant une durée la plus longue possible pour les patients. Là, on parle également de bénéfices pour les patients, c'est-à-dire que c'est pas juste une implantation et ensuite après ça marche plus au bout de quelques mois. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Je dis ça parce qu'il y a d'autres technologies qui existent où ils ont ces problématiques de stabilité dans le temps, où à un moment donné, le dispositif n'enregistre pas forcément l'activité cérébrale de manière optimale au bout de plusieurs mois. Voilà, donc ça, c'était une des questions qu'on a adressées et qu'on a montrées. Et ensuite, le dernier point, c'est si les patients souhaitent, par exemple, se faire explanter, c'est-à-dire souhaitent enlever les implants, est-ce que cela ne va pas créer de dommages au niveau du cerveau? Et donc, c'est toute l'approche que nous avons menée depuis des années, c'est-à-dire qu'on a montré, en particulier dans le cadre de tests précliniques, que si on veut retirer l'implant au bout de plusieurs mois, l'implant peut se retirer très facilement. Il n'y a pas d'adhésion en particulier avec le cortex et en particulier la dure mère. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, nous avons choisi une approche bien particulière qui fait que, en fait, notre implant a été imaginé pour être placé à la surface du cortex moteur et plus précisément sur la dure mère. La dure mère, c'est la couche qui protège le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne pénètre pas dans le cerveau. On limite énormément les risques potentiels d'infection. Donc, je reviens sur le rapport bénéfice-risque que nous avons discuté précédemment. Et donc, du coup, en ne pénétrant pas dans le cerveau, en ne créant pas de dommages au cerveau, on limite en fait l'impact de la technologie sur la personne. Et donc ça, c'est vraiment un choix qui a conditionné nos 15 années de développement sur cette technologie, puisqu'on est sous une approche, on appelle ça semi-invasive, c'est-à-dire qu'on a des électrodes qui permettent d'enregistrer des électrocorticogrammes. Donc, on vient avoir des électrodes à un pas de 4 mm qui enregistrent l'activité cérébrale à cette surface du cerveau et qui peut être effectivement retirée si on le souhaite, si je finis de répondre à la question. Avec ce dispositif que vous installez, est-ce que ça communique seulement dans un sens, c'est-à-dire que vous pouvez analyser des données ou est-ce que vous pourriez communiquer des informations à la personne? Alors aujourd'hui, la technologie qu'on a développée, elle permet uniquement en fait d'enregistrer l'activité cérébrale, de la transférer vers un ordinateur qui va la décoder en temps réel. Ça, c'est un point très important. On pourra en reparler après. Et ensuite, après, ces données qui communiquent en temps réel et qui sont décodées en temps réel peuvent être ensuite peuvent commander un effecteur, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre de redonner de la mobilité au patient. Exosquelette, stimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Ça, c'est des exemples. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt dans un schéma où on vient capter l'activité cérébrale, on en décode les intentions de mouvement pour activer des effecteurs et le retour au patient, en fait, il se fait parce qu'il faut dans une interface cerveau-machine un retour, un feedback, un retour au patient. Et donc, c'est le patient qui voit l'action au niveau de l'effecteur et c'est le patient, du coup, qui va, en fonction du résultat obtenu, c'est-à-dire de l'action de l'effecteur, est-ce que sa jambe bouge correctement, est-ce que le bras de l'exosquelette bouge correctement, le patient pourrait adapter en temps réel son activité cérébrale pour corriger, par exemple, le mouvement du bras pour atteindre une cible donnée. Donc ça, c'est très important, en fait, que non seulement on soit capable d'enregistrer l'activité cérébrale, mais qu'on le fasse de manière en temps réel et surtout qu'on arrive à décoder l'information dans un délai. Alors, il y a toujours forcément un petit délai parce qu'il faut arriver à réaliser les calculs mathématiques pour ça, mais un délai inférieur à 500 millisecondes qui est le temps en dessous duquel on ne voit pas de décalage, l'être humain ne voit pas de décalage
entre l'intention et l'action. Et donc ça, c'est très important de le faire pour que justement le patient soit bien dans la boucle et il y a un effet de rétroaction, ces patients qui adaptent l'humain en regardant ce qui se passe. Mais, Donc ça, c'est... non, Pardon. terminez votre phrase. Voilà. Et donc du coup, il existe, c'est ça que je voulais dire, peut-être que pour le futur, on pourrait imaginer des interfaces machine, on appelle ça bidirectionnel. C'est ce à quoi vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut à ce moment-là réinjecter de l'information directement au cerveau. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas fait ce type de développement, mais on pense à des interfaces machine bidirectionnelles, c'est des recherches qui sont en cours, en particulier par certaines équipes américaines, où cette fois-ci on vient stimuler également, on peut venir stimuler, par exemple, le cortex moteur pour envoyer, par exemple, un retour sensitif. Et il y a des travaux en cours, en particulier dans certaines universités américaines, pour venir stimuler le cortex sensorimoteur et renvoyer un retour sensitif aux patients quand ils vont contrôler, attraper un objet. On renvoie un retour sensitif, par exemple. Donc, ça rajoute un deuxième niveau de feedback en plus du niveau visuel. Mais je reviens à votre système de communication que vous avez développé entre le cerveau du patient et l'équipement qu'il va utiliser pour que ça soit aussi transparent que vous le disiez. Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie? C'est pas du Bluetooth, je présume? Qu'est-ce que c'est? Alors, en termes, il y a plusieurs niveaux de communication et de délai on peut avoir dans la chaîne. La première chose, c'est la transmission des données qui sont enregistrées au niveau du cerveau vers un ordinateur. Là, on utilise une liaison sans fil de type propriétaire. On a des délais qui sont vraiment très faibles. Et effectivement, mais le Bluetooth pourrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles Bluetooth qui pourraient faire la même chose. C'est pas le cas ici, mais c'est pas forcément bloquant. Ensuite, après, le point le plus contraignant, c'est la capacité à décoder cette information le plus rapidement possible, c'est-à-dire en temps réel. Et donc pour ça, on a mis en place au sein du CEA des algorithmes de décodage basés sur l'intelligence artificielle, des méthodes d'intelligence artificielle, du machine learning, qui sont capables en fait de pouvoir décoder l'information sur un délai inférieur, ce que je disais, à peu près à 500 millisecondes. Et ça, c'était un travail qui est important, que nous faisons depuis une dizaine d'années. On a plus de 25 brevets sur cette technologie. On utilise des méthodes de machine learning qui, en particulier, adaptatives, qui permettent en fait de créer des modèles de décodage. Puisqu'on parle de modèles, on parle d'intelligence artificielle. Donc, le modèle de décodage, c'est quoi? C'est juste, entre guillemets, une table de correspondance qu'il y a entre l'intention du mouvement et les signaux mesurés au niveau du cerveau. Et à partir de là, du moment qu'on a le modèle de décodage qui va en fait permettre d'identifier les signaux cérébraux correspondant à une intention de mouvement, à ce moment-là, on peut décoder le signal. Et donc, en fait, pour réaliser ce modèle de décodage, on doit tout simplement faire une étape de calibration. Une calibration, c'est-à-dire, par exemple, on va demander au patient de réaliser une tâche donnée à un instant donné et on va enregistrer l'activité cérébrale. Ça permet de créer un modèle. Un peu comme dans les méthodes d'IA traditionnelles où, par exemple, on va avoir des banques d'images. On sait qu'un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. On va apprendre là-dessus. Voilà. Donc là, en l'occurrence, là, on le fait avec des données cérébrales et des consignes qu'on donne aux patients. Et l'objectif, c'est de réduire ce temps de calibration. On ne peut pas se permettre d'avoir des bases de données qui sont énormes. Donc, en fait, tout notre enjeu était de pouvoir créer un modèle de décodage avec très peu de données, ce qui est assez rare dans le domaine de l'IA. Et c'est ce qu'on a fait, puisque, par exemple, je donne l'exemple de la démonstration, la preuve de concept que nous avons pu faire lorsqu'on a montré qu'un patient paraplégique pouvait remarcher. C'était en mai dernier, en particulier, je tiens à le noter, dans le cadre d'une collaboration avec les équipes de l'EPFL et du CHU de Lausanne. On a pu montrer que ce patient pouvait contrôler donc le mouvement de ses jambes, jambe droite et jambe gauche. On a pu créer un modèle de décodage en à peine 10 minutes. On a pu créer un modèle. Et après, ce modèle peut être utilisé pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et ça, c'est important parce que aussi, on a montré que les données qu'on enregistrait étaient suffisamment stables et les algorithmes suffisamment précis pour que la performance d'un modèle de décodage créé puisse être utilisé pendant plusieurs mois sans être altéré. Mais ces trousses de données que vous créez d'activité cérébrale, est-ce que par la suite, vous pourriez les utiliser pour quelqu'un d'autre ou vous repartez systématiquement à zéro pour chaque patient parce que les données cérébrales ne sont pas pareilles d'une personne à l'autre? Alors aujourd'hui, on va plutôt créer des modèles de décodage dédiés à chaque patient. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a travaillé sur le fait qu'il faut réduire la durée d'apprentissage de ces modèles de décodage. Je parlais de
même moins de 10 minutes pour un modèle de décodage jambe droite, jambe gauche. Donc c'est même très rapide. Et ça, pour nous, c'était important. Après, effectivement, il existe des activités de recherche des équipes de recherche qui travaillent sur la réutilisation de modèles de décodage obtenus sur certains patients pour l'adapter à d'autres patients. Mais de toute façon, il y aura forcément une étape d'adaptation. L'idée, c'était plutôt de raccourcir encore les délais d'apprentissage en faisant ce que vous proposez, en fait, d'utiliser le modèle d'un patient pour l'utiliser pour notre patient. Mais on est plutôt dans des activités de recherche qui sont en cours. Mais aujourd'hui, rien qu'avec les résultats que nous avons, nous voyons que c'est pas forcément problématique de demander à un patient de s'entraîner, de passer du temps à entraîner un modèle. Guillaume Charvet, en terminant, vous, là, comme homme de science, comment vous percevez votre travail? Passionnant, motivant. C'est un travail qui donne du sens parce qu'on va proposer, et je parle pas que à mon nom, je parle au nom des équipes de recherche du CEA Clinatech. On travaille pour pouvoir proposer de nouvelles solutions pour les patients en situation de handicap moteur grâce à des solutions basées en particulier sur tout ce qui est interface cerveau-machine. Et donc oui, au sein de l'équipe, nous avons des chercheurs qui sont passionnés, qui aiment leur métier, qui sont spécialistes, bien entendu, dans différents domaines. Tout à l'heure, on parlait d'ingénieurs dans différents domaines. Ça va de l'électronique en passant par du traitement du signal, de l'informatique, de la robotique. Donc ces gens-là, ils ont des compétences mais également des cliniciens qui vont nous aider à proposer de nouvelles solutions, des problématiques, des besoins médicaux, et des neuroscientifiques, des biologistes qui vont également participer et proposer par exemple des nouvelles méthodes d'entraînement pour les patients, etc. Donc oui, on a des équipes qui sont passionnées. Et ça, c'est très important. Et quand on voit les résultats avec des patients qui arrivent aujourd'hui à remarcher, à rebouger et à retrouver la mobilité, ça donne une très grande satisfaction aux équipes. Guillaume Charvet, je rappelle que vous êtes responsable du service de recherche biomédicale en neurotechnologie du CEA Clinitech. On vous parlait à Grenoble. Merci beaucoup, d'une part, pour le travail que vous faites, et puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Au revoir. Dévoilement la semaine dernière des lauréats des prix Killam 2024. Ça, c'est le prix scientifique le plus prestigieux qu'on peut recevoir au Canada. Et parmi les gagnants, on retrouvait 2 chercheurs québécois. D'abord, le roboticien Clément Gosselin et le microbiologiste Sylvain Moineau. Beau prétexte, vous imaginez bien, pour inviter Clément Gosselin, qui est ingénieur et directeur du laboratoire de robotique à l'Université Laval à Québec, pour prendre des nouvelles de son domaine de recherche. Bonjour Clément Gosselin. Bonjour. D'abord, félicitations. Comment on se sent quand on reçoit ce prix-là, qui est quand même un prix scientifique prestigieux? C'est certain que comme chercheur, on travaille jamais en fonction de prix ou de distinctions comme celle-là. Mais bon, quand elles arrivent, on est quand même heureux. Particulièrement parce que c'est une évaluation par les pairs essentiellement, des recommandations des pairs, donc c'est une reconnaissance de la communauté. Alors ça fait particulièrement plaisir. C'est une belle tape sur l'épaule. Absolument. C'est drôle parce que je disais à ma conjointe que j'allais vous parler et puis elle me disait, à l'époque, il y avait un club de robotique à l'époque, est-ce que vous auriez participé? Est-ce que c'est un intérêt qui s'est développé très jeune? Pas nécessairement. Ouais. Ce qui m'a amené à la robotique, c'est plus la fascination pour les sciences et pour la physique en particulier. Oui, évidemment, quand j'étais petit, je jouais avec des mécanos, des choses comme ça, ce qui m'a attiré vers le génie mécanique. Mais je dirais, ce qui m'a surtout attiré vers la robotique, c'est justement la modélisation des systèmes physiques, particulièrement la dynamique des systèmes physiques. Donc, une fois qu'on a un modèle, qu'on le simule, c'est comme si le système prend vie, là. Et donc, ça m'a vraiment fasciné, là, dès le cégep puis début de l'université. Je ne veux pas vous vieillir, mais ça fait quand même un moment que vous trempez dans le milieu. Aujourd'hui, vous êtes quand même en charge du laboratoire de robotique à l'Université Laval. Quand on regarde le temps qui a passé, j'ai l'impression que la robotique en particulier, puis même dans un contexte d'intelligence mécanique, on a l'impression que les dernières années, on a été à vitesse grand V dans le domaine. Est-ce que je me trompe?
Vous avez raison, parce que si on regarde d'un point de vue historique, bon, ça fait quand même un demi-siècle là, que les robots sont dans des entreprises manufacturières. Mhm. Donc, on pourrait dire qu'on a commencé par les choses les plus faciles. Donc, des environnements très structurés où on sait se trouvent les choses, c'est toujours répétitif, etc. Là, on arrive à un point où on peut sortir de ça puis aller vers des choses beaucoup plus complexes. Puis ça amène des défis, mais on a aussi des motivations pour s'attaquer à ces défis-là. Je pense entre autres à la pénurie de main-d'œuvre. Donc là, ça touche pas juste ce qui se passe dans des usines, des entreprises manufacturières, ça touche tout. Donc là, ça devient intéressant là, de pouvoir s'attaquer à autre chose et on a des bonnes motivations là, pour le faire, comme je le disais. Oui, puis c'est intéressant que vous mentionniez ça. Puis d'ailleurs, je veux revenir à cet intérêt que vous portez à ces robots capables d'interagir avec les humains parce que avant la pandémie, on était encore dans le scénario où les robots allaient enlever des emplois aux humains. Les gens allaient être remplacés. C'est vrai dans quelques contextes industriels, on s'entend. Mais aujourd'hui, post-pandémie et avec le manque de ressources et d'intérêt aussi de la main-d'œuvre qui est passée à autre chose dans sa vie, on a l'impression que les robots maintenant sont mieux accueillis et sont vraiment vus comme quelque chose qui va venir aider les entreprises dans le terme presque noble de la chose. Oui, vous avez raison encore une fois, c'est la perception a changé. Donc, la perception était très forte là, dans le passé. Là, les robots, c'est des voleurs d'emplois. Là. Et donc, si on se souvient dans cette époque-là, entre autres au niveau politique, par exemple, qu'est-ce que les politiciens, comment est-ce qu'ils comptaient leur déclaration? Mais c'était en création d'emplois. Donc, si on dévoilait, par exemple, un financement pour une usine complètement automatisée, ben, c'était moins intéressant parce que ça créait pas beaucoup d'emplois. Cependant, on se rend compte maintenant que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein au développement économique. Et là, la perception change et on dit, tiens, si on avait des robots qui pouvaient faire une partie du travail, qui pouvaient assister, etc., là, on a un gain. Et puis, veut pas, on se rend compte aussi qu'ailleurs, les gens ont fait le même calcul. Puis, ils sont en train de pousser très fort la robotique pour améliorer donc l'efficacité et donc être très concurrentiel. Mais c'est ça qui est intéressant, vous, dans votre démarche de roboticien, c'est l'intérêt que vous portez à ces nouvelles créations, en tout cas de nouvelles générations de robots qui vont travailler main dans la main avec l'humain. Ça aussi, là, on parle d'une nouvelle génération. On est ailleurs là, de l'image stéréotypée qu'on avait d'un immense robot qui travaillait tout seul, encadré dans une cage parce qu'il était dangereux pour l'humain. Exactement. Donc, si vous regardez, par exemple, dans les usines d'assemblage automobile, donc vous avez une partie du travail qui est fait par des robots, par exemple, souder les carrosseries, faire la peinture, des choses comme ça. Et dans cette partie-là de l'usine, ben, tout est fermé, comme vous le dites, personne ne peut rentrer là, c'est dangereux. Et donc, ils travaillent tout seuls. Et dans une autre partie de l'usine, vous avez l'assemblage final, mettre les sièges dans la voiture, les tableaux de bord, etc. Et tout ça, c'est fait essentiellement à la main par des personnes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile à automatiser, il y a beaucoup plus d'incertitudes, on a besoin de la perception humaine là, pour faire des ajustements fins, des choses comme ça. Donc, pour des raisons économiques, ces tâches-là n'ont pas été automatisées dans le passé. Maintenant, on arrive à un autre niveau. Puis comme vous dites, si on veut sortir de ça, aller dans des environnements qui sont conçus pour les humains, bien là, à ce moment-là, il faut penser autrement les robots. Et ça soulève beaucoup de défis, comme je le disais. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle, donc il y a des défis en termes de capacité des robots d'inférer sur leur environnement, mais il y en a aussi des défis énormes, il y a aussi des défis énormes en termes mécaniques, donc en termes de concevoir des robots qui peuvent, comme vous dites, travailler avec des personnes, mais qui vont être sécuritaires, qui vont être intuitifs pour interagir avec. Donc les robots actuels qui sont dans les entreprises manufacturières ne font pas ce travail-là, là, ne peuvent pas satisfaire à des demandes comme celle-là. On sort un instant justement du milieu industriel et manufactures où on est à l'intérieur. Vous regardez aussi dans le domaine agricole. C'est un des domaines qui m'intéresse. Je peux pas dire que j'ai travaillé beaucoup là, dans un domaine comme celui-là, mais c'est très intéressant parce que j'y vois un grand potentiel. On voit bien que la pénurie de main-d'œuvre est marquée dans ce domaine-là. Puis la main-d'œuvre étrangère, c'est pas une solution viable à long terme, là. Donc, il faut passer à autre chose. Et là, les défis sont énormes. On est à l'extérieur, on est dans un environnement qui est peu structuré. Il y a une certaine structure, mais la structure est quand même assez large, je dirais.
et c'est difficile. Donc, vous récoltez des fruits, par exemple, vous regardez les fruits, vous dites, bon, ben tiens, celui-là est prêt à être récolté, celui-là peut-être pas. Il y a beaucoup de difficultés. Vous voulez manipuler avec un effecteur de robot des fruits, vous voulez pas les endommager, c'est très important. Donc, les manipuler doucement. Donc, il y a beaucoup de défis là, à ce niveau-là. Puis après, il y a aussi tout le traitement dans le domaine agroalimentaire. Là. On pense par exemple aux usines pour le traitement des animaux, donc l'abattage, le traitement de la viande et tout ça. Donc, tout ça, c'est beaucoup fait à la main et c'est des tâches difficiles. Donc, c'est des tâches qui sont dures. Donc, il y a un potentiel énorme et ce potentiel-là, si on l'exploite bien, peut vraiment nous aider là, à aller vers une certaine autonomie alimentaire. Et d'autant plus qu'on sent l'intérêt dans l'industrie agricole et aussi de la production bovine d'aller de ce côté-là. Je pense juste à, ça fait 2 ans maintenant que je vois des John Deere autonomes dans des champs qui sont beaucoup plus productifs que n'importe quel humain parce qu'il arrive à rouler. À un moment donné, il y a les temps de recharge, mais sinon, il roule inlassablement. Il y a ces systèmes israéliens qui ont été développés avec des drones qui reconnaissent les fruits, qui vont aller les chercher quand ils sont mûrs. Mais est-ce que vous sentez dans les travaux que vous faites, parce qu'il y a aussi du financement qui vient avec ça, parce qu'on ne vit pas d'eau fraîche là, dans le domaine de la recherche. Est-ce que vous sentez que vous avez un appui au niveau du financement pour aller plus loin, particulièrement dans le domaine de l'agricole, comme ça? Oui, en ce moment, il y a des initiatives, là, des organismes subventionnaires pour aller dans cette direction-là. Donc, ils ont vraiment perçu, là, et je parle pas seulement de la robotique, là, il y a un tas d'autres choses, un tas d'autres domaines de recherche qui gravitent autour de ça. L'agriculture de précision, donc le traitement, etc. Donc, il y a vraiment, il y a en ce moment des initiatives, oui, effectivement. Donc, je dirais, c'est récent, c'est très récent. Donc, on va, sans jeu de mots, là, on va en récolter les fruits peut-être un peu plus tard, mais ça s'en vient. Et je pense que les organismes subventionnaires ont compris ça et ont vu cette opportunité-là. En tout cas, c'est un beau moment pour l'agrotech. Ça, on ne va pas le nier. Oui, non, absolument. C'est dans l'air, comme on dit. Puis c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le potentiel de ça qui est très intéressant. Clément Gosselin, vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur du laboratoire de robotique. Quand vous regardez là, les étudiants qui travaillent avec vous, c'est quoi les grands domaines sur lesquels ils sont en train de se concentrer? Ben, nous, traditionnellement, au laboratoire de robotique, on développe beaucoup des nouvelles architectures de robots. Donc, autrement dit, on regarde quels sont les défis liés aux applications qu'on vise, puis on essaie de constamment repenser la nature même du robot, donc la structure même du robot en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, et non pas de constamment répliquer là, les mêmes architectures de robots. Donc, ça a fait en sorte qu'on a travaillé beaucoup sur l'appréhension, parce que la plupart des robots sont là pour prendre des choses, les déplacer, etc. Puis on a travaillé sur les architectures de robots pour faire des robots qui puissent aller très rapidement, qui puissent manipuler des charges plus lourdes, qui puissent interagir avec des personnes. Donc, c'est ces directions-là là, qu'on développe beaucoup au laboratoire de robotique. Alors, bien sûr, nous, on est un laboratoire de robotique. Alors, si je regarde l'ensemble de la recherche qui se fait en robotique au Canada ou même ici à l'Université Laval dans d'autres laboratoires, il y a plein d'autres sujets aussi qui sont traités. Donc, la robotique mobile, par exemple, donc des robots qui se déplacent dans des terrains non structurés, en forêt, etc. L'agriculture, je le mentionnais tout à l'heure. Et puis, on a aussi des entreprises de robotique au Québec et au Canada qui développent des robots, qui exportent beaucoup de robots et de systèmes robotiques pour des domaines industriels, pour des domaines médicaux. On n'a pas parlé beaucoup du médical, mais c'est aussi un domaine très intéressant. Est-ce qu'il s'en fait beaucoup du côté de l'Université Laval, de développement de ce côté-là? À l'Université Laval, on a 2 laboratoires de robotique, donc le laboratoire de robotique que je dirige, puis il y a aussi un autre laboratoire de robotique au département d'informatique qui s'appelle le laboratoire de robotique Boréal, qui est surtout les robots mobiles. Et dans notre laboratoire de robotique, on a aussi un groupe qui est essentiellement dédié à l'ingénierie de la réadaptation. Donc ça, c'est relié des dispositifs pour aider à la réadaptation ou encore aider des personnes qui sont
qui ont des besoins là, différents. Donc ça, c'est le professeur Alexandre Campo-Lecourt qui travaille avec nous au laboratoire de robotique, qui dirige ce volet-là de la recherche. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Beaucoup de robots. Aussi des oreilles attentives de la part des gens qui s'intéressent à notre recherche puis qui financent notre recherche. Comme vous le disiez tout à l'heure, on fonctionne avec des partenariats, des subventions des organismes subventionnaires et tout ça. Et donc, c'est de reconnaître le potentiel là qui est derrière tout ça pour nous aider à continuer à aller de l'avant. Et rassurez-moi en me disant que vous enseignez systématiquement aux nouvelles créations que vous avez entre les mains, vous mettez en service les lois d'Asimov. Ah, les lois d'Asimov sont présentes dans notre esprit constamment. Vous pouvez être assurés. Et puis, pour ceux qui se posent la question, si vous allez voir dans le descriptif de l'entrevue, vous verrez, elles sont énoncées, juste pour se rafraîchir la mémoire. Clément Gosselin, encore félicitations pour ce prix Killam 2024. Je rappelle que vous êtes ingénieur de formation, mais aujourd'hui, vous êtes aussi directeur du laboratoire de robotique à l'Université Laval à Québec. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Au revoir. Je participais récemment à une conférence organisée par l'association ISACA Québec à l'Université Laval et cette rencontre avait comme thème l'inclusivité dans le monde numérique. Et une conférencière que j'ai beaucoup appréciée ce jour-là venait y parler de l'inclusion numérique des personnes âgées. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant comme sujet, un sujet qu'on aborde très peu souvent. Alors, je l'ai invité à venir partager ses réflexions dans mon carnet pour que vous aussi, vous puissiez l'entendre. On retrouve donc à l'instant Frédéric Garnier qui enseigne en gérontologie à l'Université de Sherbrooke et qui était jusqu'à tout récemment membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement du ministère de la Santé du Québec. Bonjour Frédéric Garnier. Oui, bonjour. Madame Garnier, avant d'aller plus loin, comment vous êtes arrivée à la gérontologie? Alors, je suis arrivée à la gérontologie parce que j'ai été extrêmement préoccupée du vieillissement en emploi et surtout de la façon dont les entreprises traitaient le vieillissement en emploi, considéraient le vieillissement, envisageaient que leurs employés un jour allaient devenir plus vieux qu'ils ne sont à l'âge où ils les ont recrutés. Et c'est ce qui m'a amenée en 2016, donc il y a déjà quand même un certain temps, à retourner aux études pour me former sur la question afin de ne pas parler de mon chapeau, de ne pas parler juste de mon savoir expérientiel, mais d'être formée en gérontologie. Et depuis ce moment-là, j'ai fait un grand chemin. J'ai continué ma carrière de conseil en gestion, mais j'enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke en gérontologie et je fais partie du Comité national d'éthique sur le vieillissement. J'en ai fait partie depuis 2016, de façon. À partir de quel âge on est un aîné dans votre tête? Ah, ça, c'est une grande question. Parce que y a l'âge administratif, à partir duquel on est un aîné. Souvent, c'est autour de 65 ans. Quoique ça varie. Pour la FADOC qui cherche des membres, c'est 55 ans davantage. Et puis, il y a l'âge où l'on se sent basculer d'une certaine façon. Ça, c'est très personnel. Il y a l'âge où notre biologie nous indique que là, on est en vieillissement. Le vieillissement peut être accéléré. On peut être en maladie dégénérative très jeune et on peut se sentir comme quelqu'un de beaucoup plus âgé à un âge chronologique assez jeune. Donc, il n'y a pas d'âge à couper au couteau. On peut pas dire ça. Il y a des âges balises. 65 en est un, 75 en est un autre, qui sort de plus en plus maintenant. Et je dirais que le premier à avoir vraiment fait sortir ça a été Claude Castonguay, quand il a parlé du vieillissement et du 4e âge, plus à partir de 75 ans. Ceci étant, il y a des gens de 90 ans qui sont extrêmement jeunes, et je connais des gens de 35 ans qui sont extrêmement vieux. Donc, et c'est intéressant quand vient le temps de parler de l'âge dans le contexte de l'utilisation du numérique. Présentement, au Québec, quand je regarde le Net Tendance qui est produit par l'Académie de la transformation numérique, on parle des aînés, on les met à partir de 65 ans et plus, mais c'est bizarre à dire, c'est une nouvelle génération d'aînés parce que ces gens-là, ce sont les baby boomers, pour les nommer de cette façon-là, et dans leur carrière, ils ont vécu avec le numérique. Ils ont dû apprendre à changer et à devenir des citoyens numériques. Alors, ils rentrent dans la partie de leur vie où on les considère comme des aînés, en étant des citoyens branchés, ce qui est pas le cas des aînés qui sont plus vieux qu'eux. Alors, on est vraiment en présence de différentes classes d'utilisateurs.
Différentes cohortes, exactement. On peut le dire même dans Net Tendance, on le voit à 75 ans, il y a un clivage. 75 ans, ça correspond à un âge où, le numérique était moins là dans la vie professionnelle. Deux, les femmes étaient aussi un peu moins sur le marché du travail qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est important aussi à signaler. En termes d'utilisation, on n'a pas tous la même exposition au numérique dans la vie professionnelle. Donc, bien important. Maintenant, l'autre chose qui est à signaler par rapport aux aînés au numérique, c'est que, effectivement, tant qu'on est à l'emploi, on bénéficie en règle générale d'un minimum de formation. Et souvent, l'entreprise exige qu'on soit quand même capable de manipuler un certain nombre d'objets numériques, que ça soit une caisse enregistreuse un peu plus sophistiquée ou un logiciel très sophistiqué. L'entreprise accompagne. La petite comme la grande a besoin d'employés qui sont aptes à. Quand on sort du marché du travail, et on sait qu'aujourd'hui, on sort du marché du travail autour de 64 ans à peu près, mais dans les générations précédentes, on est sorti du marché du travail pas mal plus tôt. Là, on se trouve livré à nous-mêmes pour tout ce qui est formation, incluant la formation au sujet à l'encontre de l'utilisation du numérique. Avec tout ce qui va avec, la sécurité, comment je protège mon identité, comment j'évite la fraude, etc., etc. Et là, on est plus laissé à nous-mêmes. Donc, je me forme via YouTube, via des associations, via les petits-enfants ou les copains qui aident, parce que tout le monde n'a pas de petits-enfants aussi, on n'est pas sur le même mode. Donc voilà, c'est un vrai défi de suivre. Une fois qu'on a quitté le marché du travail, on est laissé à nous-mêmes pour se mettre à niveau. On va dire ça comme ça. On peut dire Alors, ça comme déjà, vous parlez du volet de formation, mais si je vous demandais, quand vous regardez la question des aînés du numérique, quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien? Premièrement, je dirais l'abordabilité, l'affordabilité en anglais du numérique. Ça, c'est une première chose. Le numérique aujourd'hui est coûteux. On n'a pas encore cette démarche de basse technologie ou en anglais, on dirait low tech. Ça n'existe pas, cette démarche-là. On le voit, il y a une obsolescence. On peut dire qu'elle est peut-être pas tout à fait programmée, mais il y a une obsolescence qui est là et qui coûte cher quand il s'agit de renouveler ces appareils. C'est un achat conséquent quand on regarde le revenu médian d'un aîné. 21 000 pour les femmes, 31 000 pour les hommes. Bon, ça veut dire que chaque dépense compte. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc la question du financement. La question de la littératie, pas oublier que les inégalités qui ont eu lieu dans notre vie précédant les années à la retraite, elles continuent à la retraite. On n'est pas à égalité par rapport à la technologie, par rapport à la littératie. On n'est pas tous pareils, pas tous aussi vite. Et les aînés représentent le plein spectre de la société, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, dans la personne, il y a des incapacités qui arrivent. La vision, l'audition, peut-être moins avec le numérique, mais la vision. Les doigts arthrosés, j'en parlais pendant la conférence, c'est pas facile quand on a un doigt qui est un peu croche, qui est un peu douloureux à plier et qui est un peu épaissi et qu'il faut appuyer sur une touche, pas une touche, mais un espace assez réduit d'un écran portable. Bon, ça fait partie des choses qui sont difficiles. Ça, c'est si on parle de vraiment l'accessibilité de tout premier abord. Ensuite, il y a des choses qui sont plus difficiles. Je mentionnais, par exemple, tout ce qui est questions à répondre dans un temps limité. Par exemple, pour les questions de sécurité. On peut paniquer, on peut avoir certaines difficultés à rentrer dans les temps, se tromper, mal saisir un chiffre dans un code de sécurité qu'on reçoit par SMS. Par exemple, je regardais encore Desjardins implanté là récemment, ou c'est pas Desjardins en fait, je pense que c'est plutôt nos cellulaires. Quand on est sur la double authentification, on reçoit un SMS. Maintenant, le SMS s'affiche au-dessus du clavier. Malheureusement, pour les aînés, les chiffres dans lesquels ils s'affichent sont extrêmement petits. Donc, c'est très utile d'avoir ces chiffres-là juste au-dessus de là où on doit les saisir. Malheureusement, ils sont trop petits pour les aînés. Donc, vous voyez, ça fait partie de ce qui est difficile pour les aînés. Ensuite, il y a tout ce qui change. On est confortable jusqu'à un certain point.
Et les aînés l'ont bien dit, de ceux que j'ai interrogés, tout d'un coup, il y a une mise à jour. Et là, les icônes ont bougé, ils ont changé de forme, ils ne sont plus au même endroit. Il faut dérouler davantage pour trouver l'imprimante. Et là, chez un certain nombre de personnes qui sont moins expérimentées, eh ben, il y a un peu de panique, hein, un peu de panique, et la peur de ne pas savoir revenir en arrière si on fait une fausse manipulation, une fausse manœuvre, je veux dire. J'ai l'impression que dans votre présentation, puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais vous entendre dans mon carnet, vous lancez un message, vous lancez un appel aux concepteurs, aux développeurs, aux décideurs qui créent ces applications-là pour qu'ils considèrent plus les personnes âgées et leurs besoins. Oui, absolument, parce que le monde de la santé, le monde du travail social, du care, entre guillemets, se parlent beaucoup entre eux. Hein. Ce sont des gens qui se parlent entre eux, qui échangent entre eux. Parfois, ils vont parler un peu aux municipalités aussi ou à certains groupes sociaux, mais parlent très rarement aux informaticiens. Or, ce sont les informaticiens qui vont concevoir, souvent sous direction d'un architecte d'affaires qui va penser à répondre à un besoin, mais il faut parler aux informaticiens qui, il faut le dire, la plupart du temps, ne sont pas aussi âgés que les utilisateurs susceptibles d'utiliser leurs applications ou leur système. Donc, je trouvais ça très important et c'est pour ça que j'ai finalement accepté l'invitation de venir parler. Je trouvais ça très important de passer ce message. Pensez qu'aujourd'hui, 25% de la population, ou quasiment, à 65 ans et plus, et que parmi ceux-là, et les gens de plus de 75 ans, il y a des gens qui ont besoin des technologies pour continuer à assumer leur autonomie comme la plupart d'entre nous le souhaitons, mais qui sont mal pris pour les utiliser. Donc, intégrons cela dès le début. On dit toujours que intégrer dès la conception est beaucoup moins coûteux que de venir par après modifier une application ou un système. Donc, je trouvais ça important de passer le message. Pour poursuivre dans la même lignée de réflexion, selon vous, quel type de technologie ou d'interface aurait le plus de potentiel pour favoriser la participation sociale des aînés? Alors, il y a énormément d'interfaces. Hein. Le premier auquel on pense, je crois, c'est la voix. Hein. La voix, c'est sûr, et je crois que l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles vont faire d'énormes progrès à tout ce qui est commande vocale. Il y a toute la question de la sécurité, du paramétrage qui va autour de ça, qui est à considérer, qui n'est pas simple. Mais il est bien sûr que simplifier l'interface homme-machine ou femme-machine va jouer un très grand rôle par ces commandes vocales possibles à partir du moment où les aînés seront entraînés à les utiliser. Parce que, je peux vous le dire, je suis l'honorable fille d'un père de 100 ans dans quelques semaines et qui est très techno. Hein, je parle de mon expérientiel ici, très techno. Hein, il a son iMac, il navigue sur WhatsApp, on fait du TeamViewer ensemble, mais la commande vocale, eh bien, il a beaucoup de mal à assimiler. Donc, il faudra un accompagnement des aînés pour ces commandes vocales, c'est bien sûr. Ensuite, il y a les interfaces simplifiées. Là aussi, je pense qu'il y a moyen. D'ailleurs, il y a déjà des interfaces. Je pense à une compagnie française qui offre déjà une interface qui n'est pas intrusive, mais qui permet d'adapter ce que l'on voit sur le web à une personne qui a de la dégénérescence maculaire, à une personne qui a la maladie de Parkinson et donc qui peut-être tremble beaucoup et qui a du mal à conserver un curseur, par exemple, au même endroit. Donc, il y a des améliorations qui se pointent, mais qui ne sont pas encore assez généralisées. La voix, pour moi, est une avenue intéressante, mais qui nécessitera de l'accompagnement. Un des sujets qui est très, très, très populaire dans le monde du numérique, d'ailleurs, les auditeurs de mon carnet en entendent parler toutes les semaines, c'est évidemment l'intelligence artificielle. S'il y a une tranche d'âge d'utilisateurs qui a à vivre avec des billets et qui est concernée par la chose, c'est bien les aînés. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de risques de voir des billets face ou destinés aux aînés? Absolument. D'ailleurs, je le nommais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'appelais ça AI2, donc IA2, pardon, intelligence artificielle au carré, hein, pour intelligence artificielle inclusive de l'âge.
inclusive de l'âge, hein, age inclusive ou inclusive de l'âge. Bien sûr, parce qu'il y a très peu, il n'y a pas assez de données sur les aînés, parce que les données anciennes ont aggloméré les 65 ans et plus, alors que maintenant, on a tendance à les séquencer en plus de groupes, parce que l'agisme est omniprésent dans la société. Donc, il est sûr qu'il y a des biais et qu'il va convenir de valider et d'entraîner les machines, peut-être corriger certains biais, des résultats qui pourraient sortir de l'entraînement des machines avec les données actuelles. En terminant, comment on peut améliorer les compétences numériques des personnes âgées? Alors, je vais répondre à ça parce qu'il y a un sujet qui me tient extrêmement à cœur et que j'aimerais aborder en quelques secondes. Les proches aidants jouent un extrêmement grand rôle auprès des personnes aînées. Les personnes aînées vivent en général, parfois elles sont très isolées et on le regrette bien, mais en général, il y a souvent un réseau social autour d'elles, et pas toujours, je le dis bien encore, pas toujours. Donc, éduquer les proches aidants à aider la personne aînée dans le respect des droits de la personne aînée, c'est quelque chose de très important. Les proches aidants, quel que soit leur âge, peuvent évidemment aider la personne aînée à utiliser les technologies. Je crois que c'est très bien aussi, sans se substituer à ses droits. Très important, sans se substituer à ses droits. Hein. J'achète un bidule à mon parent pour avoir l'esprit tranquille, moi, comme proche aidante, parce que je suis au travail. Eh bien, il faut bien comprendre que la personne aînée a peut-être une vie affective, a peut-être une vie intime qu'elle n'a pas forcément envie de révéler à ses enfants. Et il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup de pression de la part des enfants. Donc, il faut faire attention à ça. Par ailleurs, évidemment, il y a des groupes associatifs qui sont très actifs dans l'éducation des aînés. Faut-il encore qu'ils soient vraiment proches et accessibles aux aînés. Les aînés qui sont vraiment isolés et qui pourraient bénéficier davantage d'accompagnement ne vont pas forcément vers ces associations-là. Donc, le plus simple serait évidemment l'aide complètement intégrée aux applications, que ce soit sans disruption, quoi, vraiment. Le plus facile, la commande vocale peut-être. Aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça directement dans l'application. Donc, le système d'aide intelligent, finalement. L'aide à la tâche intelligente. C'est sur cette suggestion que je trouve très intelligente que je vais vous remercier d'avoir accepté mon invitation de passer ici sur mon carnet pour partager cette prise de conscience que vous êtes en train de faire à bien des gens. Je rappelle que vous enseignez en gérontologie à l'Université de Sherbrooke et que, encore tout récemment, vous étiez membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement du ministère de la Santé du Québec. Frédéric Garnier, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. Merci. Cette semaine à Montréal, une rencontre autour d'une thématique importante pour le monde francophone, la découvrabilité des contenus francophones à l'ère de l'intelligence artificielle. Un moment pour voir les défis et opportunités que présente l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la promotion des contenus francophones, mais aussi pour protéger la diversité des expressions culturelles et de la diversité linguistique en ligne. Pour revenir sur cette discussion, on va accueillir le titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Destiny Chiouali. Bonjour. Comment l'IA peut aider la découvrabilité du contenu francophone? C'est la question qu'on se pose et au lieu de voir l'IA tout de suite comme une menace, oui, elle présente des risques dans différents secteurs et la culture n'y échappe pas. Mais on voudrait justement se poser la question autrement de savoir comment l'IA pourrait être mise au service de la mise en valeur et de la découvrabilité, de l'accessibilité des contenus culturels francophones. Parce que comme vous le savez, nous faisons face actuellement à une tendance d'uniformisation un peu
au niveau de la consommation culturelle, simplement parce que notre attention collective et notre consommation culturelle est souvent orientée vers des contenus des pays culturellement dominants et généralement des contenus provenant des pays anglo-saxons. C'était on criait, on tirait sur la sonnette d'alarme en parlant de l'américanisation de la culture, là. Ça fait des années, depuis les années 80-90 qu'on en parle, mais aujourd'hui, c'est un enjeu qui nous interpelle, d'autant qu'on voit effectivement le développement et l'accélération au niveau des technologies de l'intelligence artificielle. Et nous posons cette question aujourd'hui parce que on se rend compte qu'il ne faut pas manquer le train, là. C'est-à-dire quelque chose est en train de se passer littéralement avec, disons, des enjeux systémiques au niveau notamment de la manière dont les contenus nous sont recommandés et nous sont donnés à voir sur les grandes plateformes internationales qui, vous le savez aussi, sont devenus un peu comme les gardiens d'accès, là, les gatekeepers d'accès à la culture. Et donc, en gros, renversons le paradigme et disons, technologiquement, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution en tant que telle, sachant que ces algorithmes, ces fameux algorithmes des grandes plateformes comme Netflix, Spotify, Amazon, Vidéo Prime, tout ça, sont aujourd'hui un peu dans le rôle que jouaient les disquaires, les libraires qui mettent en avant, vous savez, et exposent et donnent de la visibilité à certains contenus quand on est dans les magasins de distribution physique, là. Et donc, eux, ils le font en ligne. Et autant on parle de la découvrabilité comme la possibilité de se faire recommander des contenus dont on ne connaissait pas au préalable l'existence, autant nous, en tant que chercheurs aujourd'hui, on se demande là, est-ce qu'il y a encore une véritable découvrabilité par hasard, une vraie découvrabilité par sérendipité là? Est-ce qu'on peut encore l'expérimenter aujourd'hui, sachant que les machines suivent toutes nos traces et que bien évidemment, elles nous amènent à la fois vers nos préférences pour nous faire des recommandations soi-disant personnalisées, mais là encore, on est dans de la personnalisation de masse là un peu et donc nous on voulait aller dans la granularité pour essayer de voir comment l'intelligence artificielle peut aujourd'hui nous aider à sortir du fameux phénomène des bulles de filtre, là où nous sommes enfermés dans nos propres préférences, dans nos propres goûts, et nous amener à développer, je sais pas, là, une forme de curiosité un peu automatique, là, ou automatisée, qui ferait en sorte que, finalement, on aurait plus de chances de se faire recommander des contenus, notamment des contenus culturels en français ou francophone, québécois, dans lesquels on s'identifierait le plus, là. Mais avez-vous l'impression qu'on pourrait hacker, pirater l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous amener justement vraiment vers une facilitation, une facilité, la découvrabilité du contenu francophone? Oh oui, plus que d'y croire, il y a des données qui commencent à le prouver, là, notamment plusieurs études qui montrent que les algorithmes sèment un peu un genre d'illusion de la recommandation personnalisée là, des goûts des internautes qui souhaitent découvrir, consommer une diversité de contenus en ligne, parce qu'au final, on se retrouve toujours à avoir des recommandations très similaires là, en définitive. Et vous savez comment qu'ils fonctionnent, hein? Ils fonctionnent beaucoup par corrélation, en suivant justement notre historique de navigation, notre historique de consommation. Et donc, il y a définitivement la possibilité, si on s'en remet à la conception, au design même des algorithmes, là, d'éviter certains biais, certaines discriminations, technologique. Là, je vais vraiment au-delà des biais idéologiques des concepteurs et conceptrices des algorithmes. Je vais vraiment au niveau de la discrimination technologique qui peut être induite par le fait que, vous savez, des fois, on considère ces algorithmes-là comme, disons, des demi-dieux, là, dans le sens où on pense qu'une fois qu'ils sont effectivement entraînés, automatiquement, ils vont finir justement sur la base d'un certain nombre de modèles de données sur lesquels seraient entraînés à nous fournir des résultats qui sont un peu conformes à tout ce qu'on aurait mis comme input en amont là-dedans. Mais si on repart sur cette hypothèse-là, ce postulat-là, il est capable de paramétrer les algorithmes et de donner le pouvoir même aux utilisateurs. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit, les paramètres et les critères qui permettent d'expliquer les résultats de ce qui nous est recommandé,
ben, ils ne sont pas tout à fait transparents, là, mais ces critères, on le sait, s'appuient davantage sur des impératifs commerciaux économiques. Hein. Ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt public, ce n'est pas la diversité culturelle qui compte ici, là, dans la manière dont les algorithmes sont paramétrés par les grandes plateformes. Là. Et donc, comment on change de paradigme? Puis, moi, j'essaie vraiment d'approfondir ça, même dans les recommandations qu'on fait dans nos recherches là, au gouvernement et puis dans des ancêtres comme l'UNESCO ou l'Organisation internationale de la francophonie où on discute de ces enjeux-là. Je dis, mais il faudrait qu'on en arrive à une forme d'incitatif et qu'on développe des preuves de concept pour leur montrer que, dans le fond, ils font partie de la solution. Ne soyons pas là juste pour dire, ben, oui, c'est nécessaire d'encadrer leurs activités, de mettre des lois, mais trouvons le moyen, en accompagnant nos lois, là, la mise en œuvre de nos lois avec des mesures concrètes, là, ben, trouvons des moyens de dire à ces géants, aux propriétaires des plateformes, qu'ils ont la capacité, et ils le savent, là, aujourd'hui, s'ils le veulent, de dire, ben, c'est pas parce que vous êtes au Québec et que le Québec est dans le Canada que systématiquement, nous, la manière dont nous paramétrons nos algorithmes sur Spotify, par exemple, mettons, pour consommer de la musique, ferait en sorte que, oui, on tient compte de votre géolocalisation, mais pas d'un point de vue du Québec qui n'est qu'un petit marché, mais on tient compte du fait que vous êtes dans le Canada, c'est le Canada, puis à partir de là, ben, ça ne doit pas bien nous étonner qu'on ait plus souvent de recommandations de contenu de musique en anglais que plutôt qu'en français, même si on en demande de consommer de la musique québécoise et de la musique francophone. Et donc, de pouvoir nous permettre, imaginez là, chez Bruno, que nous, en tant qu'utilisateurs, au-delà du 1% de contenu de catalogue de Spotify qu'on nous met en avant, qu'on nous recommande, que le 99% restant, on a la capacité en tant qu'utilisateur de dire, c'est pas juste mes catégories de goût, bien, c'est pas juste mes humeurs du matin quand je fais mon jogging, etc. Non, je suis capable de dire, ben, je veux tel pourcentage. Là, on comprend qu'on ne veut pas mettre ça dans la cour du CRTC, mais si on donnait simplement la capacité à l'utilisateur de pouvoir lui-même, de manière très granulaire comme ça, dire, ben, j'en veux peut-être 20% ou 30% de contenu québécois, c'est déjà ça, là, 20% ou 30%, puis 50% de musique coréenne, la K-pop, par exemple, parce que ben, je suis amateur, je suis fan, là, et ainsi de suite, puis d'avoir finalement une diversité qui soit représentative de mes goûts éclectiques et de ce que je veux vraiment consommer et de ma curiosité d'aller découvrir d'autres choses et d'élargir même d'ailleurs mon univers musical que de m'enfermer littéralement dans des contenus qui sont dictés par ce qui plaît et ce qui séduit le monde, là, tu sais, le mainstream, là, le fameux, qui nous est un peu imposé sous une forme de dictature des algorithmes là, et de leurs concepteurs actuellement. Mais Destiny, je vous écoute, ça a l'air tellement simple et ça donnerait tellement une expérience beaucoup plus agréable aux consommateurs qui utilisent ce type de service. Mais pourquoi c'est pas fait selon vous? Ah, il y a plusieurs raisons à cela, mais la première qui paraît un peu comme une évidence, c'est que une fois encore, il faut ici en revenir un peu au modèle d'affaires hein, des plateformes là. On est dans un capitalisme de plateformes qui est en train de se transformer en un capitalisme algorithmique là. Et il y a plusieurs de mes collègues, dont Jonathan Martineau, qui en parlent. Là. Il faut bien comprendre que de simples diffuseurs ou distributeurs de contenu, ben, certaines de ces plateformes, surtout par exemple en audiovisuel, on le constate plus là avec les Netflix de ce monde, ben, sont devenus aussi des producteurs de contenu, des contenus originaux. Puis ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs. Et veut ou veut pas, il y a des biais qui sont induits dans ce qui nous est recommandé, là, dans le sens où ils vont accorder, même déjà au niveau de la taille des billettes, plus d'attention. Là, on parle de captologie ici, concept déjà avancé par des chercheurs à Stanford depuis les années 95, 90, 95, et qui aujourd'hui, on l'expérimente, la manière dont aujourd'hui le design de notre attention est fait en sorte qu'on est dirigé vers des produits vedettes, vers des contenus originaux, exclusifs, dans lesquels ces plateformes ont le plus mis de l'argent et où ils ont plus d'intérêt à ce qu'on y aille que d'aller voir le contenu qui intéresse pas grand monde éventuellement, mais qui éventuellement correspond parfaitement, nous, à notre goût, à notre besoin là. Donc, il y a comme une forme de hiérarchisation un peu
de la valeur associée au contenu. Et cette valeur est déterminée, non pas finalement en définitive en fonction de nos préférences ou de nos contenus, mais en fonction de calculs économiques purement et simplement, qui font en sorte que, vous savez, 70% des contenus visionnés par les abonnés de Netflix sont le fait des objets d'une recommandation soi-disant personnalisée de la plateforme. Mais n'oubliez pas, dès qu'on atterrit sur la plateforme, on a les fameux dispositifs là, de captologie là, dont font partie les palmarès, les tops. Et le top de ce qui est écouté au Canada aujourd'hui, veut pas, quand on passe toute une bonne partie de sa soirée à scroller pour essayer de voir dans les rangées horizontales qu'est-ce qu'on écoute, on finit des fois par s'en remettre finalement à ce qui est le plus populaire, à ce qui est le plus aimé, parce qu'on ne veut pas prendre la chance éventuellement de ne pas tomber sur un contenu qui nous décevrait, et on prend pour acquis que ce qui est le plus populaire, le plus apprécié, le plus aimé est forcément ce qui pourrait aussi faire notre affaire. Et c'est là que finalement, il y a comme quelque chose de systémique qui est en train de se passer au niveau de la manière dont on nous recommande et dont on découvre les contenus, et que ça n'arrange pas du tout et ça ne laisse pas beaucoup de place finalement à la diversité telle qu'on aurait souhaité. Il y a une grande diversité au niveau de l'offre, mais il y a un écart terrible avec le manque de diversité au niveau de ce qui est consommé, parce que la consommation est totalement concentrée sur les mêmes types de produits, sur les mêmes types de contenus, là. En terminant, sachant que vous êtes quand même depuis un bon moment le président d'Internet Society pour le Québec, vous représentez l'intérêt du Québec et des internautes québécois et de la société québécoise par rapport à la question de l'Internet et son avenir, son développement, sachant que vous êtes titulaire de la chaire de l'UNESCO, que vous avez l'oreille de l'UNESCO, vous avez aussi l'oreille du gouvernement du Québec, du gouvernement canadien. Avez-vous l'impression que ces gens-là sont sensibles à ce que vous avancez comme possibilité? Ils ne sont peut-être pas encore assez sensibles aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de la diversité, j'ai eu la chance de me retrouver sur des tables de discussion, que ce soit dans des enceintes multilatérales à l'ONU. Vous savez, on est en train actuellement même de négocier un pacte numérique mondial qui devait être adopté lors du sommet du futur à New York en septembre prochain. Puis, je me retrouve des fois à des tables de discussion où on a les représentants de ces plateformes-là. Puis quand on commence à leur parler de diversité culturelle, eux, ils disent, ben, on va faire des efforts pour mettre plus de diversité dans nos équipes, là. Bon, c'est déjà un début là, d'avoir de la diversité au niveau des personnes qui conçoivent leurs algorithmes et autres, mais la vraie diversité dont on parle ici, c'est la diversité des expressions culturelles, et c'est ça qui est comme une garantie aussi de notre souveraineté culturelle. Là, je fais un clin d'œil au rapport Taillon, Duhem, Guèvremont et Baudouin là, qui venait de sortir, pour nous rappeler, et ce rapport insiste bien là-dedans, ainsi que le rapport même prêt pour l'IA là, de l'innovateur en chef de l'XY, qui ont fait un formidable travail. Tous ces rapports-là orientent et disent aujourd'hui que il y a nécessité de, disons, prendre clairement des dispositions efficaces pour pouvoir réguler, encadrer un minimum ces gros joueurs. Et on peut s'en préoccuper du moment où on voit, par exemple, qu'au niveau de notre CRTC, la mise en valeur, la découvrabilité des émissions canadiennes, francophones, tout ça, ben, on dit dedans que il ne faut pas trop aller vers une approche qui va vouloir influencer les algorithmes de recommandation, par exemple. Mais si on ne fait pas ça, mais ça reste que ça demeurera un Far West, dans le sens où, même si on ne veut pas imposer des quotas aux gens, là, au niveau de ce qu'ils vont consommer, on s'entend, mais minimalement, les leviers sur lesquels on pourrait agir, c'est ces leviers un peu technologiques, là, qui feraient en sorte que on pousse, on expose le minimum les gens à la diversité de l'offre qui existe, là. Si on ne le fait pas, le statu quo va être maintenu, et pire, on rentre dans des risques systémiques que peut générer l'IA, y compris l'IA générative, là, en matière d'ailleurs de propriété intellectuelle et de juste rémunération et de mise en valeur. Une fois encore, on y revient là, c'est vraiment une boucle. Et donc, moi, je pense que, et c'est ce que je disais tantôt, il faut faire un véritable pas de foi là, en se disant que ces acteurs, ils ont quelque part à perdre si on joue sur leur réputation.
et sur le fait que, disons, là, vous savez, leur force aujourd'hui, c'est la masse critique d'utilisateurs de leur service, là, de leur plateforme. Et si aujourd'hui, ils ont une image à soigner auprès de de leurs abonnés, de leur pack d'abonnés, de milliers d'abonnés, eh bien, si on montrait dans nos discours et dans nos mesures là, qu'on voudrait mettre en avant leurs bonnes pratiques, ce qu'ils font eux, là, c'est ce qu'on a posé la question concrètement à Netflix, à Google, de dire, ben, qu'est-ce que vous faites pour mettre davantage en avant et mettre en valeur une partie du patrimoine culturel québécois, une partie de notre écosystème de créativité, là. Qu'est-ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que vous pouvez faire technologiquement pour mettre cela en valeur? Et c'est là où je vous lâche un scoop là, de ce sur quoi on voudrait aller au niveau de nos travaux, y compris les travaux qu'on aura dans notre groupe de réflexion international de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique ce printemps. On voudrait peut-être, moi je vais vraiment en tout cas pousser qu'on aille un peu vers une forme de labellisation. Tu sais, on l'a vu là dans le domaine de vinicole, là, avec les vins, avec les labels, là, mais on peut penser à un système de labellisation qui va créer une forme d'émulation, d'incitatif. Et ces plateformes, il suffit qu'une ou deux là montrent l'exemple en disant, ben voilà, nous, on a coché toutes les cases qui font que nos algorithmes sont certifiés en faveur de la découvrabilité de contenu francophone ou de la diversité culturelle. Puis, les autres, ils vont quand même commencer, ne serait-ce qu'à avoir une curiosité pour dire, ben ça nous intéresse aussi, là, que nous, dealers qui sommes vraiment présents sur le marché francophone, on voudrait, par exemple, devancer Spotify en montrant que nous faisons de quoi pour que quand quelqu'un cherche de la musique québécoise, on ne lui recommande pas systématiquement, par exemple, près de 1000 fois, et ça, c'est nos recherches qui l'ont montré, près de 1000 fois, quelqu'un qui veut consommer de la musique québécoise ou du makossa camerounais ou du zouglou ivoirien, ben, on va lui recommander du David Guetta plus de 1000 fois. Ça n'a aucune allure, là, tu sais. Et donc, eux-mêmes, ils sont conscients de ces biais-là déjà. Ils veulent y travailler, mais je pense que c'est aussi à nos pouvoirs publics et dans nos systèmes réglementaires et législatifs, tous les chantiers qu'on a actuellement en cours, de trouver ce moyen-là, de ne pas chercher à tirer sur une cible mouvante, là, parce qu'on va toujours rater la cible, mais de trouver le moyen, justement, de pouvoir les responsabiliser davantage et les inciter à faire des efforts dans ce sens. Comme ça, ben, ils vont se voir un peu comme les sauveurs de notre culture et non les méchants et les éléphants dans la pièce qui cassent tout, là. Destiny Chiwali, vous êtes titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également le président d'Internet Society pour le Québec. Merci d'avoir pris de votre temps et puis merci d'avoir partagé comme ça votre réflexion sur le sujet. Un grand merci à vous pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour de mes collègues, et on commence avec Thierry Aubert qui nous amène presque aux origines des toutes premières fausses nouvelles. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cette semaine, je suis inspiré par la recherche de vérité sur les réseaux. Une recherche toute trouvée par le biais d'un tweet de Bruno lui-même sur l'usage de deepfake dans la communication commerciale. Un tweet d'ailleurs qui a généré pas mal de réactions. Dans notre ère dominée par l'information instantanée et les réseaux sociaux, il est courant de s'interroger sur la prolifération des fake news et de se demander si nous ne sommes pas entrés dans une nouvelle période de post-vérité. Cette réflexion m'a poussé à fouiller dans les méandres de l'histoire pour y chercher des échos de notre situation actuelle. À ma grande surprise, j'ai découvert que la diffusion de fausses nouvelles, loin d'être un phénomène propre à notre siècle, a toujours fait partie intégrante de la communication humaine. Et oui, en effet, nos ancêtres n'étaient pas en reste quand il s'agissait de savourer des canulars, des faits alternatifs, j'en bafouille, ou des récits fabriqués de toutes pièces. Prenons pour commencer l'exemple du pamphlétaire irlandais Jonathan Swift, le fameux auteur des célèbres Voyages de Gulliver,
qui, dès 1733, définissait le mensonge en politique comme, je cite, « l'art de convaincre le peuple par des faussetés nécessaires ». Fin de citation. Cette conception du mensonge comme outil de persuasion politique n'est certainement pas étrangère à nos contemporains. Mais Swift n'était que le reflet d'une tradition bien plus ancienne où les fausses nouvelles étaient monnaie courante dans les feuilles britanniques du XVIIIe siècle, telles que le Morning Post par exemple. Ces publications sans scrupules maniaient l'invective et exploitaient le moindre bruit à des fins politiques ou mercantiles, rappelant les pratiques de certains médias d'aujourd'hui. Eh oui. L'historien américain Robert Darnton, qui a dirigé la bibliothèque de l'université Harvard, l'une des plus grandes du monde, soulignait l'abondance de ragots et de fausses nouvelles dans ses journaux qui n'hésitaient pas à publier des informations improbables. Sous l'Ancien Régime en France, les nouvelles à la main et les occasionnelles florissaient, diffusant sans vérification des rumeurs sur la vie des grands de ce monde, souvent captées dans les jardins des Tuileries ou du Palais Royal. Marie-Antoinette elle-même fut victime à plusieurs reprises de ces campagnes de désinformation. Les colporteurs, véritables ancêtres de nos influenceurs modernes, remplissaient leurs hôtes de récits évoquant des animaux fabuleux ou des catastrophes naturelles sensationnelles, vendant ce que l'on appelait des canards, le terme est d'ailleurs resté. Ces derniers étaient des histoires imprimées au coup par coup, souvent agrémentées de gravures suggestives. Gérard de Nerval, écrivain et poète du XIXe siècle, était particulièrement friand de ces publications qu'il décrivait comme des nouvelles quelquefois vraies, toujours exagérées, souvent fausses, vendues pour quelques centimes, mais valant bien plus en matière de divertissement. La période des guerres napoléoniennes et les crises qui ont suivi ont été des moments particulièrement fertiles pour la propagation de fausses nouvelles. Les journaux de l'époque, dans leur quête de sensationnel, n'hésitaient pas à diffuser des informations non vérifiées ou carrément inventées. La mort de Napoléon en 1821 a donné lieu à une multitude de bruits sur les conditions de son décès ou sur d'hypothétiques réapparitions de l'ancien empereur alimentant l'imaginaire collectif. Cette tradition de la fausse nouvelle a perduré jusqu'à la Belle Époque, époque où les camelots criaient à tue-tête leurs dernières nouvelles sensationnelles, souvent pour le grand désarroi des lecteurs qui ne se retrouvaient pas dans ces histoires et dans les pages de leur journal. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toujours en vigueur, tenta de réguler cette pratique en punissant la diffusion de fausses nouvelles. Cependant, l'exactitude d'un fait était difficile à prouver absolument et la bonne ou mauvaise foi encore plus ardue à démontrer. L'application de cette loi reste complexe. Si nos ancêtres avaient eu accès à Internet et aux réseaux sociaux, ils auraient sans doute excellé dans l'art de propager des canulars et des fake news avec la même ingéniosité et le même appétit pour le sensationnel qui les caractérisait déjà à leur époque. L'humain, de tout temps, a eu une propension à embellir, exagérer, voire inventer des histoires pour captiver son auditoire, influencer l'opinion publique ou simplement pour le plaisir de tromper. La technologie moderne n'a fait qu'amplifier cette tendance en permettant à l'information, vraie ou fausse, de se propager à une vitesse et une échelle inimaginables auparavant. La nécessité de discerner le vrai du faux, de vérifier les sources et de rester critique face à l'information consommée n'a jamais été aussi cruciale, peut-être même très compliquée avec la technologie d'aujourd'hui. La post-vérité, si elle semble être un concept moderne, trouve en réalité ses racines profondément ancrées dans l'histoire de la communication humaine. Ce qui change, c'est la rapidité et l'ampleur avec laquelle l'information est diffusée, transformant chaque utilisateur d'Internet en un potentiel colporteur de nouvelles, pour le meilleur et pour le pire. Allez, pour clore cette réflexion avec une touche d'humour, imaginez si les grands personnages historiques avaient eu accès à Twitter. Jules César aurait pu tweeter par exemple « Veni, Vidi, Vici », #Gaule Invasion, après ses victoires, tandis que Léonard de Vinci aurait peut-être partagé des selfies avec la Joconde accompagné du hashtag Mona Lisa Smile. Oui, peut-être enfin la voir sourire. Les ragots et canulars qui animaient les discussions dans les jardins du Palais Royal auraient été des fils de discussions enflammés sur Facebook et les canards vendus par les colporteurs seraient devenus des threads viraux sur Reddit.
Nos ancêtres, dans leur sagesse et leur malice, nous rappellent que la vérité est souvent plus nuancée qu'il n'y paraît et que l'humour reste une des armes efficaces pour naviguer dans le tumulte des fausses nouvelles. Peut-être devrions-nous prendre exemple sur leur capacité à rire de la situation tout en restant vigilants et critiques. Après tout, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que l'humanité a toujours su trouver le chemin de la vérité, peut-être entre deux éclats de rire. Allez, restons sérieux, ou pas ? Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Alors là, le titre de son billet en dit long sur le contenu de celui-ci. Stéphane Ricoul, cette semaine, nous propose une réflexion intitulée « Plus de Netflix, moins de sexe ». C'est certainement le secret le mieux gardé en dehors de nos chaumières. Il semblerait que lorsqu'on interroge les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié des hommes, contre 42% des femmes, reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film à la télévision. Et on retrouve cette concurrence des écrans sur le sexe pour d'autres loisirs comme les jeux vidéo, préférés au sexe par 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple, ou les réseaux sociaux de partage de photos ou de vidéos, préférés au sexe par 48% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple. Ces chiffres, je ne les invente pas, il s'agit d'une étude réalisée par un questionnaire auto-administré en ligne du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024 auprès d'un échantillon de 1911 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Une étude réalisée par IFOP, leader des études d'opinion depuis 1938 et acteur référent des études marketing quantitatives et qualitatives en Europe, aux États-Unis et en Chine selon leur site web, est réalisée pour le compte de Lelo, un fabricant européen de jouets pour adultes. Stéphane Bargarjon, dans Le Devoir, le jour de la Saint-Valentin, a parlé de ce phénomène de récession sexuelle qui, semble-t-il, serait en lien direct avec les activités numériques. Un phénomène documenté dans des enquêtes en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas au Québec. Sauf que, comme il le dit, en quoi serions-nous différents du reste du monde ? Dans cet article du Devoir, Stéphane Bargarjon cite Sophie Bergeron, professeure en psychologie à l'Université de Montréal, qui semble avoir quelques réserves quant au lien facile à faire entre numérique et sexe, que même l'étude en question ne permet pas de déterminer et qui reste au demeurant une simple hypothèse, même si tendance il semble y avoir dans le recul des activités sexuelles. J'ai donc jeté un coup d'œil attentif sur le rapport complet de l'étude et me suis penché sur la concurrence de Netflix en regard au plaisir charnel. Dans la catégorie 30 à 39 ans et dans la catégorie 50 à 69 ans, c'est pas mal autant les hommes que les femmes qui se servent de l'excuse Netflix. En revanche, dans la catégorie dirigeant ou dirigeante d'entreprise, c'est du simple au triple que cela se situe avec les hommes loin devant. Et ce sont les jeunes couples qui se servent le plus de l'excuse Netflix, ceux de moins de 3 ans d'existence, alors que les vieux couples, eux, de plus de 20 ans, ne semblent pas avoir besoin d'excuses, du moins pas celle-ci. Alors, est-ce que ces plateformes à la Netflix qui proposent des productions tellement addictives et chronophages réduisent à la fois l'intérêt pour le coït et le temps disponible pour un rapport sexuel? Il semble y avoir effectivement une corrélation entre l'augmentation du temps passé devant les écrans et divers aspects de la santé sexuelle. Les recherches sur l'impact des plateformes de streaming comme Netflix sur la perception des relations sociales et potentiellement sur l'activité sexuelle semblent cependant encore limitées. Si jamais il était vrai que les relations entre le temps passé devant les écrans et la diminution de l'activité sexuelle au sein des couples existaient, il faut tout de même considérer qu'une relation de couple, elle est complexe et peut être influencée par de nombreux facteurs tels que les relations individuelles, les niveaux de stress, les modes de vie ou encore tout simplement des choix personnels.
Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre pleinement cette dynamique dans le contexte des couples. Dans ce cas, autre question que je me suis posée, c'est est-ce que le fait que la dopamine étant sécrétée en bonne quantité grâce à la magie algorithmique des géants du numérique fera en sorte que cela comble en tout ou en partie notre quantité de plaisir dans une journée? Car on le sait, l'utilisation excessive des écrans et du numérique a été liée à divers effets négatifs sur le cerveau, notamment en termes de dopamine, un neurotransmetteur associé à la sensation de plaisir. Et là, les études indiquent clairement que l'usage intensif des écrans peut déclencher la libération de dopamine dans le cerveau, créant un cycle de plaisir et de récompense similaire à celui observé par des substances addictives comme la cocaïne, imaginez un peu, entraînant une dépendance aux écrans et rendant difficile pour les utilisateurs de se détacher de leurs appareils numériques. Les recherches ont également montré que l'addiction aux écrans peut avoir des conséquences négatives comparables à celles des drogues sur le cortex frontal du cerveau, ce qui peut affecter le contrôle des impulsions et la prise de décision. Ces informations suggèrent qu'un équilibre est nécessaire entre le temps passé devant les écrans et d'autres activités pour maintenir une santé psychologique et physique optimale. Or, Netflix semble déséquilibrer un peu le tout. Si ces stimuli numériques peuvent offrir une gratification immédiate, ils ne comblent pas nécessairement notre besoin de plaisir de manière complète ou saine. Le plaisir dérivé des écrans est souvent de courte durée et peut conduire à une forme de dépendance où l'utilisateur recherche des stimuli constants pour maintenir un niveau de satisfaction. Cela peut potentiellement réduire l'intérêt ou le temps consacré à d'autres activités qui génèrent du plaisir, telles que les interactions sociales, les loisirs physiques, la découverte de nouveaux centres d'intérêt et, oui, les relations intimes. Si des écrans offrent un certain niveau de plaisir, ils peuvent aussi détourner l'attention des autres formes de satisfaction plus enrichissantes et plus durables. Alors le sexe, c'est comme toute autre chose. Si Netflix et nos écrans nous habituent et nous gavent de temps court, d'actions rapides et d'événements brefs, petit à petit, il prendra peut-être le bord, sous la contrainte d'une réingénierie sociale au rythme des algorithmes. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on va parler avec quelqu'un de chez Figma, mais avant, je veux absolument parler avec toi d'un événement sur lequel tu es en train de travailler. Et c'est une conférence, j'allais dire presque semi-privée, un événement intime que tu es en train de préparer. Oui, ben c'est pas comme les événements d'habitude qui sont gratuits. Celui-ci coûte des sous, dans les environs de 300 $ par personne. C'est Cornelius Rachirou qui est l'organisateur de Cannes UX, le gros événement UX au Canada, si on peut le dire comme ça, qui attire vraiment beaucoup de gens de Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, tout ça. Et ben c'est ça, il fait cet événement-là. Il l'avait déjà fait avant la pandémie. Il en refait une nouvelle édition. Puis c'est vraiment pour les UX ou pour les gens qui sont dans des système complexe puis qu'ils essaient de comprendre et de les organiser comme il faut, ben Cornelius a toujours des informations intéressantes et des ateliers qui nous aident à arriver à faire ça dans des grandes organisations. Alors, ça a lieu quand et où on trouve les billets? Ça a lieu le 12 avril et vous pouvez consulter ça sur mes réseaux sociaux. L'événement Eventbrite est annoncé à ce niveau-là. Sur LinkedIn, je l'ai annoncé souvent. Je vais le réannoncer cette semaine encore. Il reste quelques places. Ce serait bien le fun de vous y voir. Bon, alors voilà. J'en reviens à ton invité. On commence cette semaine une entrevue en 2 temps avec une dame de chez Figma. Exactement, avec Alexia Danton, qui est l'advocate, comment on a dit ça en français, qui est l'avocate, la personne qui représente la marque Figma en Europe. Et comme on n'a pas de représentant francophone en Amérique du Nord, ben j'ai parlé avec elle. On avait déjà eu une entrevue à l'automne ou à l'été dernier avec elle lors du grand événement de juin. Et ben cette fois-ci, on parle d'un rapport qui a été fait sur Figma par Forrester. Bon, on s'entend, c'est un rapport payé par Figma quand même, mais je pense que Forrester amène quand même une touche d'objectivité dans l'exercice sur les avantages que représente l'utilisation de ce logiciel-là et par la bande un peu, évidemment, la méthodologie UX, parce que Figma
a pris tellement de place dans les 3-4 dernières années, c'est devenu l'outil incontournable de tout le spectre de ce qu'on fait dans l'UX, c'est-à-dire des ateliers au début, la recherche, les tests utilisateurs, le prototypage, tout est là-dedans et le produit continue à s'améliorer parce que, bon, on le sait, la tentative d'achat de Adobe envers Figma à l'automne ou l'année dernière, en fait, n'a pas fonctionné. Adobe n'a pas l'air de vouloir se relancer dans la construction d'un nouveau logiciel dans ce sens-là pour l'instant. Donc, Figma est le joueur le plus important, mais il répond bien à son rôle. Ça reste une mentalité de start-up dans cette entreprise-là. Et donc, Alexia nous parle de tout ça, des chiffres très impressionnants que ça amène au niveau de l'amélioration, que même si on prenait la moitié des pourcentages qu'elle nous donne, ça reste vraiment intéressant de considérer d'avoir l'implantation d'une méthodologie UX, voire évidemment de Figma dans une organisation, là. Alors, là, on écoute la première partie et la semaine prochaine, tu nous réserves la deuxième partie de ton entretien. Exact. Vous allez parler de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va parler de l'événement, justement, comme l'année dernière que Figma utilise. Le grand rendez-vous, là. La grande messe de Figma. Et ils ont élargi un peu, je pense qu'ils se rendent compte du rôle assez incontournable qu'ils ont dans l'industrie. Donc, ça sera pas juste des annonces Figma, mais il va y avoir une partie sur l'art numérique, l'intelligence artificielle, évidemment, et l'incontournable aspect que ça représente dans la conception d'interface. Donc, je pense que ça va être intéressant, puis j'ai hâte que vous écoutiez ça. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Là, pour le moment, on va écouter la première partie de cette entrevue avec l'avocate de l'ambassadrice de Figma. Voilà. Dans le monde francophone. Ben, merci Jean-François pour cette rencontre. On va écouter ça, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Bonjour Alexia, dis-moi, il y a un rapport qui est sorti dernièrement sur les avantages de l'utilisation de Figma dans les grandes organisations. On s'entend, le Figma a fait des pas de géant dans les dernières années et c'est devenu un produit extrêmement mature, très, très proche des développeurs aussi. Qu'est-ce que ce rapport-là avait à dire quels sont les grands avantages que c'est pour une organisation d'avoir Figma comme outil de dialogue finalement entre tous les parties dans une entreprise, là? C'est intéressant que tu poses cette question-là en ouverture, effectivement. Alors, c'est un rapport, en fait, qu'on a fait en partenariat avec Forrester, qui est une grande entreprise d'audit, en fait, qui permet aux entreprises, ou alors de façon indépendante, de faire ce genre d'études. Et en fait, on avait un axe, parce qu'on sait que souvent, les gens viennent nous demander des chiffres concrets. Oui. Les gens veulent des chiffres concrets. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est purement par rapport à l'outil, puis il y a une raison par rapport, en fait, à justifier ce qu'on fait dans l'outil, c'est-à-dire, en fait, justifier les process design. Exact. Alors, ces chiffres, du coup, qu'on a sortis sont très liés à Figma. Donc, il faut prendre un peu ça avec des pincettes pour justifier les processus design, mais c'est des chiffres qui permettent, du coup, d'avoir ces conversations-là en interne, éventuellement, du coup, de vendre des processus de collaboration plus poussés. C'est vrai. Et parmi les chiffres qu'on a trouvés, du coup, alors, c'était très, très large. C'était vraiment sur la suite complète des produits Figma, de l'idéation avec FigJam jusqu'au développement avec DevMod maintenant. Et alors, je crois que quelques chiffres intéressants, 35% de gains de productivité dans les équipes de développement en fin de parcours, ce qui est quand même pas rien. On avait aussi, du coup, 40% d'efficacité supplémentaire sur la définition des problèmes. Et ça, c'est vraiment lié au fait d'incorporer toutes les parties prenantes en amont très, très tôt dans le process, d'avoir ces processus où tu peux commenter, tu peux itérer tous ensemble. De façon plus générale, on avait 60% d'optimisation sur l'idéation et sur la création de concepts. Et ça, ces chiffres-là, celui-là, et puis aussi le gain de productivité sur le développement, ces deux-là, ils sont à prendre sous la perspective du design system notamment. Et sur, en fait, exactement, voilà, les avantages en fait, la rapidité avec laquelle tu peux basculer de tes idées à une réalité grâce à design system. Et alors, un de mes chiffres préférés, parce qu'il est juste gigantesque, on a du coup en moyenne sur les entreprises qu'on a interviewées, qui est un panel en fait d'entreprises qui est quand même déjà à très très grosse échelle. Hein. C'est pas des petites structures, donc c'est peut-être une des limitations entre guillemets de l'étude. Et tant mieux, en fait. Parfois, c'est les grosses organisations qui sont les plus rébarbatives à l'utilisation des méthodologies. Oui, tout à fait, parce que c'est celles qui sont les moins agiles et pour qui la conduite du changement est la plus difficile. Donc, c'est là où, effectivement, ça demande beaucoup plus d'efforts et du coup de coûts de mettre des nouvelles choses en place. Exact. Mais du coup, sur ces grosses structures qu'on a interviewées de façon très qualitative, en fait, en moyenne, le ROI sur 3 ans après l'usage de Figma, après la mise en place de Figma, il était de 328%. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et c'est peut-être même inversement proportionnel à ce qu'on voit de ces énormes projets numériques qui perdent énormément d'argent, qui sont livrés en retard, qui sont hors budget et qui causent énormément de frustration à leurs utilisateurs. Donc, on peut imaginer que on vient de sauver ça si on a intégré la méthodologie, mais l'outil également pour arriver à des bons résultats, là.
Et les deux vont main dans la main. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre attention avec ces chiffres. Ces chiffres-là ne justifient pas le processus design en tant que tel. Ils justifient à la fois la création de design system et puis à la fois les processus de collaboration que Figma crée. Et en fait, c'est vrai que le design, en fait, au final, c'est un tout qui inclut ces deux choses-là, mais qui va aussi au-delà de ça, évidemment. La valeur du design, il y a d'autres études, par exemple, je peux citer l'étude de McKinsey qui date déjà de 2019, donc elle n'est pas toute jeune, mais de Business Value of Design, qui, elles, ont vraiment mesuré en fait l'impact design au niveau des entreprises, sans passer par la problématique d'outils. Et là, pour le coup, l'étude de McKinsey, elle était très concentrée en fait sur le fait qu'on apportait, je crois bien, je dois me rappeler exactement la terminologie qu'ils utilisaient. Mais c'est valeur. Donc en fait, voilà, le fait de se différencier avec des offres innovantes, donc de sortir un peu du lot, on va dire, dans une masse compétitive pour les entreprises, la qualité de l'expérience utilisateur et la puissance de cette expérience, c'est-à-dire la fluidité technique qu'il y a derrière ça. Et tout ça, c'est des choses qu'en fait le design impacte mais frontalement. Et on voit que les entreprises qui font ça, qui arrivent à booster ces trois aspects-là de leurs produits et de leurs services, en fait, ils boostent la performance globale de l'entreprise et il y a un impact direct sur le revenu de l'entreprise et puis derrière la valeur qu'elle a en bourse ou en tout cas à laquelle elle est évaluée si c'est une entreprise privée. Mais à travers cette étude-là, on a aussi donc une comparaison, pas une comparaison, mais un élément commun, un tronc commun qui est le logiciel Figma qui permet l'intégration de tous ces paramètres de design-là qui sont la concrétisation, si je peux utiliser ce terme-là, des idées qu'on a. Tu parlais d'idéation tout à l'heure et de l'augmentation aussi de la façon dont on conçoit, de la façon dont on fait de l'idéation sur des projets, qu'on les valide également. Une image vaut 1000 mots, ça reste que c'est une belle expression, mais elle est super valide. Et en fait, c'est pour ça que je différencie, et en même temps, ils ne sont pas différenciables, c'est intéressant comme conversation, mais je différencie le design et l'outil, et en même temps, les deux sont tellement intégrés, s'influent tellement l'un et l'autre qu'ils sont différenciables. Mais tu as la partie design, par exemple, ça va être les process que tu es capable de mettre en place, et je pense notamment, quand tu veux des chiffres, ça va être genre la recherche utilisateur. La recherche utilisateur, c'est ça qui va te permettre avec des tests d'usabilité qui te permettent de dérisquer ou alors même de l'A/B testing qui va te donner vraiment des pourcentages très précis en production. C'est ça, en fait, c'est le fait de prendre le temps de faire ça. C'est pas l'outil en tant que tel, c'est vraiment juste le fait de mettre ces process-là. L'outil, en même temps, et en même temps, tu vois, ça en fait, c'est de la culture design. C'est juste de la culture à l'échelle de l'entreprise. Et la culture design, en fait, c'est pas qu'un truc de designer, même si le nom, on dit design, designer, mais c'est un truc qui est beaucoup plus global. Et c'est là, en fait, un outil comme Figma, qui place la collaboration au centre de tout, en fait, il vient débloquer ça, parce que justement, il vient mettre les gens tout autour de la table et il vient, en fait, insuffler cette culture qui, elle, du coup, va commencer à permettre de mettre les bons process en place et, du coup, en fait, d'avoir l'impact business. Donc, il y a les deux parce qu'il y a un impact directement lié à la rapidité, on va dire, et la productivité. Donc, le design system, le fait d'avoir des composants, de passer beaucoup plus vite de idée à maquette à développement, ça, c'est vraiment juste de la productivité. Et suivi de développement après dans le temps, c'est super important, le principe du design system. Et si je pense là que Figma a fait sa marque la plus forte, c'est de nous permettre d'être très, très proche des forces de développement. Surtout, d'autant que l'année dernière, en 2023, vous avez sorti la version dev. Ça, c'est un game changer, comme ils disent en chinois. Ça a aidé beaucoup à notre dialogue avec les développeurs. De fait, en tant que personne qui fournit des services dans des plus petites entreprises, je le vois maintenant, des développeurs qui disent « Ah oui, non, mais on l'utilise la version dev. Nous, on s'attend à ce que vous fassiez des designs qui vont correspondre à ce que nous, on a de besoin, qui vont nous donner les éléments dont on a besoin dans la version dev. » Ils l'utilisent. C'est surprenant, ça. En même temps, c'est surprenant, c'est pas surprenant parce qu'on a quand même mis beaucoup de recherche utilisateur derrière. Le produit, on l'a pas fait juste pour se faire plaisir. Il venait d'un besoin concret qu'on avait identifié. On savait que aujourd'hui, en fait, Figma avait déjà permis, on va dire, de réunir beaucoup d'outils en un seul outil. Et donc, déjà, de mettre beaucoup de parties prenantes autour de la table, là où les gens travaillaient dans des plateformes séparées avant. Et en fait, le problème, c'est en faisant ça, comme on mettait un peu tout le monde sur le même fonctionnement que les designers, on forçait un peu tout le monde à avoir le même modèle mental, ce qui ne correspond pas forcément aux usages de chacun. Et du coup, les développeurs qui déjà venaient, on avait déjà avant DevMode, et on l'a toujours, mais un tiers des utilisateurs de Figma, c'était des développeurs, déjà avant. Ça, c'est déjà impressionnant. Je l'ai appris quand vous avez sorti la version dev. Un tiers c'est un succès, ça, c'est incroyable. Et ça devrait probablement même augmenter parce que maintenant, il est officiellement intégré dans le logiciel depuis un an. Là. Est-ce que vous avez vu une tendance, au-delà du rapport dont on parle depuis tout à l'heure, au-delà de ce rapport-là, depuis un an, vous avez vu des effets concrets dans les grandes organisations de la version dev?
Oui, tout à fait. On a commencé à pouvoir partager des success stories là-dessus. On a alors Decathlon qui a beaucoup parlé dès la sortie parce qu'eux, ils étaient en bêta, donc eux, ils avaient déjà commencé à tester et à faire un peu cette conduite du changement en avance. Donc Decathlon pour la partie française, boîte qu'on connaît dans le monde francophone. Et à côté de ça, là, on est en train de commencer à vraiment… On avait bien conscience qu'en fait… Comme c'est une façon de travailler on revient sur cette histoire à l'échelle, je pense qu'il y a surtout qui est surtout une nécessité pour des grandes boîtes, pour des grandes structures. Aujourd'hui, c'est justement un peu plus éclaté et un peu plus siloté. C'est là où va y avoir le plus gros apport de valeur. DevMod, moi, je suis convaincue que c'est un outil qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais pour ceux pour qui ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et pour moi, ces gens-là, c'est surtout, comme je disais, des gens qui sont dans des entreprises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de friction sur cette partie-là de communication, de partage. Oui. Les gens ne sont pas forcément côte à côte, ils sont peut-être dans d'autres pays, ou alors il y a des frictions culturelles. Et donc, pour ces boîtes-là, en fait, comme c'est beaucoup, beaucoup de monde, faire une conduite du changement, c'est coûteux. Et donc, il y en a beaucoup qui se posent encore un petit peu la question en fait, ils veulent juste avoir en fait des success stories. Ils veulent avoir un petit peu un guide, un petit mode d'emploi. D'autres gens qui sont passés avant qu'eux, pour les rassurer, leur dire nous, on a fait ça comme ça a marché. Dans la conduite de changement, on l'a pas très bien fait, on a appris des choses de ça. Et du coup, pour qu'eux puissent l'impacter mieux. Donc, en fait, on sait qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir ces histoires-là, de pouvoir les partager. Et donc, on commence à le faire. On a des live streams, on a des webinaires qu'on a commencé à faire et qu'on va sans doute publier sur YouTube avec Razorpay notamment. On a eu Kayak hier, à l'heure où on se parle, c'était juste hier le webinaire. On va avoir Just Eat bientôt, je le tease. Il n'est pas encore officiel, mais on va avoir Just Eat qui va venir parler de leur usage de DevMod et de comment est-ce qu'ils l'ont implémenté. Donc, on commence vraiment à avoir ces histoires, ces belles histoires qui viennent des entreprises. Et on a également les API de Figma, en fait, où on a certaines API qui permettent directement aux devs, depuis leur code, de faire des appels vers ces API-là et du coup de pousser ou de récupérer les informations entre Figma et puis eux, le travail qu'ils font. OK. De façon, en fait, en back-end. Donc, c'est pas, même sans rentrer dans l'outil. Puis, on a encore, alors, je vais encore au niveau d'au-dessus. Avec le DevMod, on a aussi l'intégration avec VS Code, qui est un outil d'écriture code utilisé par énormément de développeurs web. Ah, oui. Et ça, en fait, du coup, depuis VS Code, maintenant, les développeurs sont capables de venir, en fait, ouvrir les fichiers Figma sans quitter leur fenêtre et de récupérer exactement toutes les informations, les commentaires, les notifications, les styles, les variables, etc. Et du coup, en fait, c'est ultra, ultra intégré. Oui. Donc, il y a ce rapprochement, cette direction de rapprochement, justement, pour avoir tout le monde sur une seule et même plateforme. Et alors, pour revenir sur le deuxième point, parce que je trouve qu'il était très, très intéressant, tu parlais des analystes d'affaires. Oui. Et du fait qu'ils voient un peu les UX comme des compétiteurs. Et alors, c'est un sujet à part, c'est un sujet passionnant. Évidemment, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais on se recoupe un peu parce que on doit, je pense, de plus en plus, si les entreprises nous perçoivent, comme tu le disais au début, ils s'aperçoivent que c'est pratique. On a quelque chose à amener dans la définition du projet au début. De fait, on va l'illustrer, on va le tester, on va amener toutes les méthodologies du design. Mais les analystes d'affaires sont là aussi dès le début. Et eux aussi ont leur rapport à ce projet-là. Et c'est vrai qu'il y a une redéfinition du métier en ce moment, ou une définition de cette collaboration-là qui est là. Et attention, on n'est pas encore prêt à la troisième étape, qui est d'avoir les développeurs aussi dans la boucle au tout début. Avec nous, oui, non, c'est vrai. On va s'en dire, absolument. Et on va là, parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment tout le monde autour de la table très, très tôt. Et en fait, je pense que cette manifestation de cette un peu, parfois du manque de confiance, en tout cas de ces frictions qu'il peut y avoir, c'est la manifestation de quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que, comme tu faisais allusion, en ce moment, on est en train de voir une hybridisation, une espèce d'hybridisation des rôles. Et ça peut déstabiliser les gens. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a plus forcément un titre concret ou une notion concrète, ou en tout cas un scope concret en disant ça c'est moi et ça c'est toi. Et on aime bien se définir aussi par opposition aux autres et se dire ça c'est mon petit truc, c'est mes responsabilités, ça c'est tes responsabilités et on sait qui participe au succès de quoi. Mais c'est exactement ça. En fait, exactement la base de ce qu'on fait, là on peut apporter beaucoup de valeur, c'est les ateliers. Et en fait, je pense que ce qui nous permet de dépasser ces clivages de juste moi j'ai ce titre-là et toi tu as ce titre-là, du coup c'est comme ça et pas autrement, c'est en fait de vraiment arriver autour d'un même espace, un même tableau blanc et de juste rendre compte qu'en fait, avoir plusieurs cerveaux autour de la table, ça permet de voir le même problème de beaucoup d'angles différents, que chacun en plus apporte son propre biais cognitif, c'est-à-dire que on n'a pas la solution individuellement, on l'a pas. On a par contre, on a des morceaux.
Et en fait, en faisant ça tous ensemble, donc moi avec ma personne, tous mettre ça autour de la table. Et en fait, on va trouver plus vite et mieux des solutions qui sont complètes et qui sont solides. Et chacun est valorisé. Et c'est vrai que nous, en fait, un terme qu'on utilise beaucoup chez Figma, on parle un peu en interne beaucoup de cette hybridisation des rôles en se disant, en fait, peut-être le monde de demain, le designer, il n'existe pas. Mais c'est pas forcément mal. C'est pas qu'il n'existe plus parce qu'on n'a plus de travail. C'est juste que le rôle, il est plus fluide. Ouais. Il y a d'autres gens qui, entre guillemets, sont pas des designers, mais c'est aussi un peu à nous de nous adapter et de ne pas faire, on dirait, du gatekeeping. Mais il faut aussi être ouvert à ça. En fait, on aura toujours de la place pour nos expertises, mais chacun est valorisé dans ce processus d'atelier, dans ce processus d'idéation. Oui, absolument. Alexia, j'aimerais te remercier pour cette super conversation. Merci beaucoup à toi. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à nos invités, merci à mes collègues aussi, Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulet pour avoir été présents cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.